Je suis impatient de vous retrouver dans 15 jours pour les explications techniques. Many months later. Bonjour à tous, bienvenue dans mon nouvel atelier que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Enfin non, ça sera pour la prochaine vidéo. Je vous fais juste cette intro parce que la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, elle aurait dû normalement sortir il y a de ça 8 semaines. Mais comme vous le voyez derrière moi, il y a tout un aménagement et un déménagement qui m'a pris pas mal de temps et qui m'a légèrement retardé. Ce que je vous propose, c'est de vous parler de tout ça dans les semaines à venir. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas louper tout ça. Il y a vraiment des chouettes aventures qui vont se passer dans ce nouvel atelier. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu moins ludique, ça va être une grosse formation assez longue, assez théorique, mais je pense qu'elle est quand même très intéressante. Je vais essayer de vous donner plein d'informations sur ma machine, ma découpeuse graveuse laser. Voilà, je vous laisse avec le sujet de la vidéo. Bon apprentissage et à très vite pour les futures vidéos dans cet atelier. Dans la première partie, on avait fabriqué un meuble qui permet d'accueillir une machine, une graveuse découpeuse laser CO2 qui est arrivée dans mon atelier il y a de ça quelques mois. Depuis que je l'ai reçue, j'ai dû apprendre à l'utiliser. J'ai appris énormément de choses sur cette machine. C'est une machine qui est relativement complexe et en plus de ça, aux États-Unis, il y a beaucoup de vidéos, mais en France, il n'y en a pas tant que ça qui parlent de ce genre de machine. Il y a énormément de vidéos sur les graveurs laser à diode. Les sponsors, on en voit à l'appel à tous les youtubeurs pour le moment. C'est des graveurs qui sont intéressants. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de ça pour vous en parler avec une longue vidéo d'1 heure qui vous avait justement beaucoup plu. Ce que je propose, c'est de refaire une vidéo comme ça très technique, assez longue, dans laquelle on va parler de cette machine en particulier, parce que je pense qu'à partir d'un certain budget, c'est plus intéressant de passer sur justement une machine comme celle-ci qui est plus professionnelle. Alors, je débute, ça va être un avantage, c'est que je vais vous expliquer les choses simplement. Maintenant, si je fais des erreurs, ça pourrait arriver aussi. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. Alors, cette vidéo, elle va être assez longue, donc pour ceux qui veulent aller juste aux endroits qui les intéressent, je vais vous mettre ici un timecode à droite de moi et vous le retrouverez aussi en description pour structurer la vidéo et savoir de quoi je vais parler à l'avant. Allez, sans plus attendre, on va se lancer dans la première partie de cette vidéo. On va parler de cette machine en tant que telle, une OMTech avec une table de travail de 500 mm par 700 mm avec une puissance de 100 watts. On va parler de cette machine et on va également comprendre comment fonctionne finalement un découpeur laser CO2. Dans les lasers à CO2, déjà on comprend directement qu'on est dans une autre classe de machine parce que ça commence aux alentours des 60 watts de puissance. Donc on est déjà bien plus élevé que les technologies de laser diode. Donc ça commence à 60 watts et généralement en restant dans des lasers assez classiques que des professionnels peuvent se payer sans monter dans des prix trop élevés. On monte jusqu'à des puissances de 100, 130 watts, voire même 150 watts de temps en temps. Donc évidemment, en fonction de notre activité, on va choisir d'abord une surface de travail, une puissance et tout ça, ça va être limité par le prix parce que plus on prend une grande surface de travail, plus la machine va être grande, plus on prend une puissance importante, plus le prix va être grand aussi et donc on va être à un moment limité au budget qu'on veut mettre. Et le dernier choix qu'on va devoir faire, c'est la marque. Où est-ce qu'on va acheter cette machine? Alors, pour acheter ces machines-ci, il y a plusieurs marques sur le marché. Il y a quelques années de ça, il fallait soit acheter des machines très chères auprès de marques françaises ou belges qui vendent des machines aux alentours des 10, 15, voire même parfois 20 000 euros, des machines très chères. Et si on voulait pas acheter des machines si chères, alors on pouvait acheter ça sur des sites chinois type AliExpress ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, on tombait sur des machines aux alentours des 4-5 000 euros. Mais c'est des machines pour lesquelles c'était pas facile d'avoir des références, les stocks ils bougeaient un petit peu tout le temps, c'était pas facile de commander et pourtant ça restait des machines chères. Récemment, depuis quelques mois, il y a la marque OMTech qui est en train de s'implémenter ici en Europe. C'est une marque qui est déjà très connue aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a plein d'ateliers qui sont équipés de graveurs laser OMTech. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est un petit peu comme ceux qu'on retrouvait sur AliExpress, c'est-à-dire des entrées de gamme, mais pour lesquels le cahier des charges a été un petit peu plus poussé. Surtout, on a un site qui est plus agréable que AliExpress dans le sens où on va avoir des stocks en Europe, donc on va avoir des délais de livraison qui sont plus courts. On va avoir un SAV techniquement qui est relativement réactif. Donc des machines relativement entrée de gamme qui restent dans des prix, comme je vous le dis, 3, 4, 5 000 euros. Donc un petit peu ce qu'un professionnel pourrait rechercher pour débuter dans la gravure laser. Alors, pour que vous puissiez découvrir en particulier cette machine OMTech, je vais vous donner pas mal d'explications et vous allez découvrir la machine petit à petit. Alors, je vous propose maintenant d'expliquer comment fonctionne un découpeur laser CO2. À l'arrière de la machine, on retrouve toujours un tube en verre bien caractéristique dans lequel le faisceau laser est créé. On va voir ça dans 2 minutes, comment est-ce que ça se fait qu'avec du CO2 et un tube en verre, on a un faisceau laser qui est créé. Mais pour le moment, ce qu'on comprend, c'est qu'on a un faisceau laser qui va faire tout le long ici du tube et qui va sortir du tube. Il va être projeté avec le miroir vers l'intérieur de la machine à travers ce trou. Et puis ici, à l'avant de la machine, le faisceau laser, il arrive ici de l'arrière, il re-rentre en contact avec un miroir à 45 degrés, il est projeté ici vers la tête du laser. Le laser arrive ici, de nouveau un miroir à 45 degrés et le laser est envoyé vers le bas, vers la matière, là où la matière va être découpée et gravée. Il y a également dans la tête ici une lentille qui va permettre de focaliser tout le faisceau laser en un point bien précis.
Et ensuite, cette tête, elle se déplace pour graver et découper le matériau. Ensuite, déjà là, on a quelque chose qui va différencier un laser CO2 plutôt qu'un petit laser à diode. C'est que la machine, elle est faite de tout un caisson qui va retenir toutes les fumées. Les tables sur lesquelles on va déposer nos pièces, elles sont réglables en hauteur. Il y a directement ce genre d'accessoires intégrés. Et puis toute la mécanique va être beaucoup plus importante. C'est des machines qui vont être utilisées par des professionnels, donc elles doivent pouvoir tourner pendant des heures, des jours d'affilée. Donc toute la mécanique est très rigide. On retrouve des rails linéaires comme sur des CNC. On retrouve des courroies qui sont relativement larges. Ici, on a des courroies de 15 mm. On a des moteurs qui sont puissants, comme des NEMA 23 ici. Les capteurs fin de course, c'est plus des petits boutons, c'est des capteurs inductifs. Toutes des choses finalement qui rendent la machine professionnelle et qui fait qu'elle vaut finalement son prix. Et c'est justement ce que je reproche un petit peu aux petits graveurs laser, c'est que en fait, ces temps-ci, on voit vraiment la puissance qui augmente pour ces lasers à diode, mais la structure, elle reste tout le temps la même. C'est des petits profilés, il n'y a pas de caisson autour, il n'y a pas de table réglable en hauteur. Il y a juste la puissance qui augmente et on se retrouve avec des machines qui coûtent aux alentours des 1000 €, alors qu'au final, il n'y a que la tête et la puissance qui a changé. Et ce qui en fait des machines qui ne sont pas utilisables professionnellement parlant, c'est pas pratique du tout. Il y a les fumées qui s'échappent partout, c'est pas optimisé. Alors là, ça va être un petit passage théorique pour ceux que ça intéresse. Pourquoi est-ce qu'on parle de laser CO2 et comment est-ce que finalement fonctionne cette machine? Comment est-ce que le laser il est produit? Je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'on a ce tube en verre avec techniquement du CO2 dedans? Alors ce que je vous propose ici, c'est de faire une vulgarisation vraiment très grossière de ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne va pas être tout à fait juste, on va utiliser des termes qui sont probablement pas justes, mais comme ça on aura déjà plus ou moins compris comment ça fonctionne et ça nous donnera un ordre d'idée de ce qui se passe dans cette machine. Alors on a donc un tube en verre dans lequel est scellé effectivement du CO2, mais déjà la première chose à savoir c'est qu'il n'y a pas que du CO2, c'est un ensemble de gaz, il y a notamment de l'hélium, il y a du CO2, il y a tous des gaz qui vont chacun avoir leur fonction et ce gaz il est scellé dans ce tube en verre à une certaine pression. Aux deux extrémités du tube laser, on va avoir des électrodes sur lesquelles on va venir appliquer une tension électrique. En fait, un petit peu comme dans un néon, on va appliquer une haute tension aux deux extrémités du tube et le gaz qui est à l'intérieur, à la base, qui n'est pas conducteur, puisque le gaz n'est pas conducteur, l'air ne conduit pas l'électricité, et bien avec cette haute tension, on va réaliser un arc électrique qui va rendre le gaz conducteur. On va exciter le gaz. Et alors c'est là qu'on rentre dans des choses qui sont beaucoup plus complexes, que j'ai d'ailleurs un petit peu vu dans mes études, mais ça fait longtemps. Mais en fait, d'un point de vue chimique, le gaz, il est fait de molécules, d'atomes, et un atome, il est fait d'un noyau avec des protons et des neutrons, et autour gravitent des électrons. Et lorsqu'on va appliquer cette haute tension, on va exciter le gaz, et ce qui va se passer, c'est que ces électrons, ils gravitent autour du noyau à une certaine distance du noyau. Et en ajoutant cette électricité, les électrons ils vont s'écarter légèrement du centre. Et les atomes, en étant excités comme ça, ils rendent le gaz conducteur. On a donc une sorte d'arc électrique, mais on n'a toujours pas de laser à proprement parler. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le gaz il va être excité, il va également émettre des photons, qui sont des particules de lumière, et c'est justement de là que va provenir le laser. Et donc, on a cette haute tension qui est maintenue, on va avoir cet arc électrique, le gaz devient conducteur, il est excité, et il va émettre des photons, des particules de lumière. Et les photons, ils vont faire des allers-retours comme ça à l'intérieur du tube parce qu'aux deux extrémités, il y a des miroirs. Alors là, on a un miroir qui est miroir à 100%, donc tous les photons qui arrivent là-bas au bout, ils repartent dans l'autre sens. Et ici, on a un miroir qui est semi-transparent. Et donc, il y a les photons qui vont faire des allers-retours comme ça, le flux de particules de lumière, la lumière, elle va s'intensifier. Et il y a une partie du faisceau laser qui va ressortir parce que le miroir ici, il est semi-transparent. Et donc, il y a une partie du faisceau laser qui va être projetée vers le miroir. Et puis après, on a vu le laser est projeté vers la matière, il est découpé, etc. Et donc, avec des mauvais mots, et s'il y a un chimiste ou un physicien qui passe par là, il va pouvoir corriger tout ça. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans ce tube. Une dernière chose à savoir, c'est que la lumière, elle a une longueur d'onde. C'est ce qui va faire les couleurs finalement qu'on voit. Le bleu, c'est une certaine longueur d'onde, le gris, une certaine longueur d'onde. Ici, les photons qui sont émis, ils sont émis avec une longueur d'onde qui est invisible à l'œil nu. C'est une lumière qu'on ne voit pas, comme les infrarouges. Ce qui fait que le laser qui est émis par ce genre de machine, on ne le voit pas. C'est ce qui rend un petit peu la chose dangereuse parce que si le laser là était en fonctionnement, on ne voit rien. Et pourtant, si je passe mes doigts évidemment devant, il serait découpé en petites rondelles. Voilà, avec ça, vous avez globalement compris comment ça fonctionne. Évidemment, il y a plein de choses pas justes, mais on sait plus ou moins ce qui se passe à l'arrière. Dernière chose, c'est que toute cette réaction, elle produit de la chaleur et du coup, c'est pour ça que ces machines-ci, elles sont refroidies avec de l'eau. À l'intérieur du tube, ici, on voit toutes des spirales, on voit plusieurs couches de verre, mais en fait, à des endroits bien précis, on va faire circuler de l'eau
qui va prendre toute la chaleur pour pas que le tube il chauffe trop, pour le réguler en température. Et donc ça, c'est toute la partie refroidissement qui est très importante sur ce genre de machine. Alors on a compris comment fonctionne la partie mécanique, comment fonctionne la partie laser. Il reste à mettre tout ça en mouvement et tout coordonné. Tout ça, ça se fait à partir d'une sorte de petit ordinateur qui est installé sur la machine. Toutes les machines que je connaisse, on va dire qui restent dans des prix dont j'ai parlé tout à l'heure, entre 5 et 15 000 euros, elles fonctionnent avec un certain type d'ordinateur. C'est un système qu'on appelle le système Roida. Je pense que c'est la marque du système. Il existe plusieurs versions de ce type de système et c'est justement un des derniers choix que vous devez peut-être prendre en compte lors de l'achat de votre machine. Ce système, qu'est-ce qu'il permet? Il va permettre de mettre en mouvement tous les moteurs, il va permettre de recevoir des fichiers et gérer l'envoi du faisceau laser, etc. C'est vraiment l'ordinateur de la machine. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une version à l'autre, il va y avoir de plus en plus entre guillemets d'options possibles. Par exemple, ici ma table, elle est réglable en hauteur. Certaines versions Roida ne permettent pas l'ajout d'un moteur qui permet de faire ce réglage en hauteur de la table. Mon graveur laser ici, il est équipé d'un autofocus. Pareil, il faut que le système Roida puisse accepter les signaux d'un autofocus pour pouvoir le contrôler. Et donc, si vous achetez une machine et que vous prévoyez de peut-être rajouter des fonctions comme un 4e axe, donc un système qui permet de faire tourner des pièces circulaires pour les graver, eh bien, il faut que le système Roida puisse accepter un 4e axe, c'est-à-dire un moteur supplémentaire. Et du coup, il va falloir contrôler tout ça. La marque Roida, on la retrouve vraiment partout. Elle est très connue, elle est fiable. Ça, on ne doit pas trop s'en inquiéter. Mais voilà, vous allez voir qu'il y a différents types de versions. Il y en a avec des tout petits écrans et puis des écrans un peu plus grands colorés. Et puis, il y a même des écrans tactiles. Donc, d'une version à l'autre, on peut avoir vraiment beaucoup de fonctionnalités en plus. Ça peut aller très loin sur des machines beaucoup plus chères. On peut avoir des télécommandes Bluetooth qui sont reliées à l'écran pour ne pas devoir voyager comme ça à travers des petits boutons qui ne sont pas toujours très agréables. Mais donc voilà, comme ça, vous savez maintenant tout ce qui compose grossièrement cette machine. Allez, maintenant, on va parler du fonctionnement en tant que tel de cette machine. Une chose à savoir, c'est qu'elle va demander un petit peu de réglage. Le faisceau laser, il sort du tube ici. D'un point de vue logiciel, on va pouvoir régler sa puissance et la vitesse des déplacements. Mais il faut que le faisceau laser qui est renvoyé sur les différents miroirs, il soit renvoyé exactement au bon endroit. Pour ça, on va devoir régler la position de ces miroirs. On comprend que le miroir ici qui est à 45 degrés, s'il est incliné trop bas vers l'avant, le faisceau laser il va arriver et puis il va repartir vers le bas de la table et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut un faisceau laser bien droit et donc on va devoir diriger ce faisceau laser exactement au bon endroit. Pour régler la position de tous ces miroirs, ça se fait en plusieurs étapes. On règle d'abord la position parfaitement du tube, puis du premier miroir, puis du deuxième miroir, enfin du troisième miroir. Et c'est seulement en faisant miroir après miroir qu'on va pouvoir avoir une machine bien réglée. Il faut prendre le temps de bien faire tout ça parce que sinon après on va avoir des découpes et des gravures qui ne sont pas nettes parce que le faisceau laser il n'arrive pas exactement au bon endroit. Pour régler la machine, il vous faut une chose, c'est du scotch de peintre et vous allez voir comment est-ce qu'on règle la machine. Alors, il faut savoir que quand moi je l'ai reçue, j'ai supposé pendant 4 mois qu'elle était parfaitement réglée. Je pense qu'elle était très bien réglée à 90% près. Mais on sent qu'on pouvait peut-être encore un petit peu mieux régler. C'est-à-dire que vous allez voir, le faisceau laser, on veut qu'il soit parfaitement centré à chaque fois au niveau du miroir. Et moi, il était presque parfaitement centré. Ce que je vous propose, c'est de profiter de cette vidéo pour arriver à le centrer parfaitement. Même si ici, je l'ai déjà utilisé pendant plusieurs heures et ça découpait et ça gravait déjà très bien. Le but est évidemment d'être le plus précis possible. Ça va peut-être rajouter de la précision sur mes découpes et mes gravures. Première étape, on l'a dit, on veut régler les choses dans le bon ordre. On va régler la position du tube. Le tube, il est monté sur 2 sortes de silane blocs qu'on peut régler pour que le faisceau laser soit envoyé au bon endroit. Le faisceau laser, il va sortir ici du tube et il va être projeté à travers ce trou. Et si je mets un petit scotch de peintre ici, on peut observer le trou à travers le scotch. On va vouloir que le laser, il envoie exactement au centre du trou, ici. Si le faisceau laser, il envoyait son laser, par exemple, ici, complètement à côté du centre, et bien dans ce cas-là, on devrait bouger le tube pour qu'il envoie au bon endroit le faisceau laser. Pour savoir où le faisceau laser il est envoyé, on va envoyer une légère impulsion, un tout petit coup de laser, et on va avoir un petit point qui va se marquer sur le scotch. Pour envoyer cette petite pulsation de laser, on a le bouton ici Pulse, je vais appuyer dessus et on va avoir une impulsion qui est envoyée. Voilà, c'est déjà tout, c'est vraiment très rapide, juste un petit bip et c'est l'impulsion du laser qui est envoyée. Bon.
Donc ici, on voit le point noir, c'est le petit pulse de laser que j'ai envoyé et on voit qu'il est parfaitement centré au centre du trou. Alors une autre chose, c'est que le faisceau laser, il doit avoir une certaine forme. Il doit être bien rond, il ne doit pas être par exemple divisé en 2 ou en 3 ou en 4. Ça peut arriver et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une sorte de dysfonctionnement dans le tube en verre. Moi ici, mon faisceau laser, il est toujours bien rond. S'il y a un problème à ce niveau-là, de ce que j'ai pu lire sur Internet, il faut contacter son vendeur parce que c'est que le tube laser a un problème. Ici, en tout cas, voilà, on a un premier pulse qui est envoyé au bon endroit par le tube, il est bien rond. Alors maintenant on va régler le premier miroir, on veut qu'il renvoie le laser parfaitement droit, pas à gauche, pas à droite, pas vers le bas ou pas vers le haut non plus. Pour ça on a différentes vis de réglage, c'est les 3 vis ici en laiton. Si je tourne la vis ici, si je la visse, celle du dessus, je vais incliner mon miroir vers l'avant et du coup je vais envoyer mon faisceau laser vers le bas. Si je tourne la vis ici à l'extrémité en bas à gauche, si je visse, je vais incliner mon miroir un petit peu plus comme ceci vers la gauche et donc je vais envoyer mon faisceau un peu plus vers la droite. Et ensuite, la dernière vis de réglage, si je la visse, je vais redresser mon miroir comme ça un petit peu en diagonale et donc je vais relever le point de mon laser de manière diagonale comme ceci. Le faisceau laser, il revient ici du miroir qu'on va régler, le premier miroir, et il va rentrer en contact avec le deuxième miroir. Et donc on veut qu'il rentre parfaitement au centre de ce deuxième trou. On va prendre un morceau de scotch et on va venir l'appliquer devant et on va faire un pulse pour voir si le pulse est bien au centre du trou. Le faisceau laser, il arrive ici et il doit rentrer parfaitement dans le centre, mais ce miroir-ci, il va bouger parce que c'est l'axe Y de la machine et donc il peut avancer vers l'avant. Il faut que quand le laser il est ici, il pulse exactement au centre du trou et ici à l'extrémité, il doit encore pulser au centre du trou. Et donc en fait, ça va se faire en 2 temps. D'abord, on va régler le miroir pour qu'il pulse parfaitement au centre du trou quand il est ici. Et ensuite, on va régler pour avoir un trou parfaitement aussi aligné ici. Je ferme la machine et j'envoie un pulse. On peut aller à l'arrière de la machine pour voir si le pulse est au bon endroit. Si on regarde au niveau du trou, il n'est pas parfaitement centré. On voit que le pulse est légèrement décentré vers la gauche. Verticalement, il est bien au centre, mais horizontalement, le pulse est légèrement à gauche. Alors, comme je veux décaler le faisceau laser légèrement vers la droite, je vais, comme je l'ai dit, visser légèrement la vis ici du bas qui va tourner le miroir légèrement. Donc, je tourne la vis, mais très légèrement. J'ai préalablement débloqué ici le contre-écrou qui permet de bloquer la vis. Et je vais la tourner ici de 1/8 de tour. Voilà, quelque chose comme ça. Et on va renvoyer un pulse. Alors là, j'ai laissé sur le même scotch. On voit que le pulse est déjà légèrement plus à droite, mais ce n'est pas flagrant. On verra bien si en vidéo ça se voit. Je vais décaler encore légèrement vers la droite en retournant légèrement la vis et on va refaire un pulse en changeant le scotch. Voilà, là on peut voir que la pulsation elle est parfaitement au centre du cercle. Maintenant, on va reculer l'axe pour régler maintenant à l'arrière pour que ça soit aussi bien au centre. Donc là, on voit qu'on a un pulse qui est bien au centre. C'était celui qui était bien réglé quand l'axe était devant la machine. Et maintenant que l'axe est à l'arrière de la machine, on voit que le pulse s'est décalé très fort vers la droite. Ça veut dire qu'il faut régler le miroir de manière bien fine maintenant pour avoir les 2 points bien alignés. On veut donc décaler le point vers la gauche. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que probablement j'avais trop vissé la vis, j'avais trop incliné vers la droite. On va maintenant faire plus finement puisque le faisceau laser il arrive plus loin, il va jusqu'à l'axe. Donc il faut faire un réglage encore plus fin. Je vais juste dévisser légèrement pour renvoyer le faisceau légèrement plus vers la gauche. Je vais dévisser très légèrement, voilà. Voilà, donc maintenant on voit que tout au bout, on a un pulse qui est parfaitement au centre du trou. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réapprocher l'axe et on va vérifier que les 2 points sont bien alignés. Voilà, je viens de renvoyer un pulse et il est encore une fois bien centré et donc on a le premier miroir qui est bien réglé. Ok, donc on va régler maintenant le deuxième miroir qui envoie le faisceau laser vers la tête du laser. Donc ici on a un trou et je vais venir appliquer mon scotch et on pourra voir si le faisceau à laser arrive pile poil au centre du trou. Pour régler le miroir, on retrouve ici une trappe qu'on peut ouvrir et les 3 mêmes vis de réglage pour droite-gauche, au bas et en diagonale pour lever ou descendre le laser en diagonale. Encore une fois, comme pour le premier miroir, on va d'abord avoir un pulse parfaitement centré quand la tête est ici tout à gauche et puis après on va affiner les réglages
en ayant un deuxième trou parfaitement au centre, bien aligné au premier, quand la tête est tout à droite de la table. Donc j'effectue un premier pulse et je viens vérifier ici par la trappe s'il est bien centré. Ici j'ai un peu de chance parce que j'ai réglé le premier miroir et on est parfaitement au centre du trou. Donc j'ai de la chance, ici le pulse est bien centré, on va décaler la tête tout à droite et on va réeffectuer un pulse. Ici on peut venir voir. Le deuxième pulse, il est plus au centre, il est décalé un petit peu en bas à droite. Donc on va le remonter légèrement diagonalement. Ça tombe bien, on a une vis pour jouer sur la diagonale. Je vais la visser légèrement, ce qui va relever légèrement le point. Et comme on est tout au bout, le réglage se fait encore plus finement. On va très légèrement visser. Ça devrait suffire. Pour que ça soit plus clair, je vais changer le scotch. On voit maintenant qu'on est bien au centre horizontalement, mais verticalement, on pourrait relever encore un petit peu le faisceau. Donc cette fois-ci, on va jouer sur la vis pour relever très légèrement le faisceau, mais encore une fois, on le fait très légèrement étant donné qu'on joue sur l'extrémité là-bas. Et ici, je n'ai pas dévissé le contre-écrou, donc je dois d'abord dévisser le contre-écrou avec une pince et puis visser légèrement la vis. Je vais faire ça hors caméra. J'ai réglé le deuxième miroir. Je vous propose de vérifier ensemble. Je vais mettre un nouveau scotch. Donc d'abord avec la tête du laser ici tout à gauche, je fais un premier pulse. Je décale la tête ici à droite. Je fais un deuxième pulse et on va vérifier qu'ils sont bien alignés et bien au centre. Et c'est bien le cas. Je ne sais pas si à la caméra ça se verra fort parce que là c'est difficile de voir le trou, mais il est bien au centre et les deux pulses sont bien au même endroit. Il reste un dernier miroir à régler, c'est ce qui rend cette machine un petit peu plus complexe. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de miroirs à bien régler, etc. Le dernier, c'est celui-ci. Il doit envoyer le faisceau laser parfaitement au centre du trou ici. Je vais donc prendre un scotch, venir l'appuyer avec mon doigt comme ça 2-3 fois. Je ferme. Si je regarde, je retrouve un petit peu la marque ronde et il faut que le faisceau soit parfaitement au centre. Alors là, je ne sais plus comment était mon scotch, donc je vais refaire. Je vais le mettre bien parallèle. Je l'applique. J'envoie un pulse. Et je vérifie. Et là, a priori, mon faisceau laser, il est un petit peu trop vers là-bas. Donc, il faut que je le ramène un petit peu vers moi, mais sinon, il est bien centré dans ce sens-là. Pour le ramener un petit peu vers moi, il faut que je visse. Là, il suffit de réfléchir un peu. Il faut que je visse un peu cette vis-ci. Ok, là on est parfaitement réglé. Il reste une dernière étape très importante. On a réglé tous les miroirs. Maintenant, il va falloir venir resserrer tous les contre-écrous de toutes les vis pour évidemment qu'elles ne se dérèglent pas et qu'elles ne se dévissent pas. Et le problème, c'est qu'en faisant cette étape-là, en fait, il faut la faire petit à petit, miroir après miroir, parce qu'on peut avoir tendance à dérégler légèrement la vis juste en revissant l'écrou. Et donc, il faut le faire miroir après miroir. Et après, il faut revérifier tous les réglages pour être sûr que tout soit bien réglé. C'est vraiment au 8e de tour que ça se règle et du coup, c'est pas facile. Il faut prendre un petit peu de temps pour ça. Mais une fois que c'est fait, on a une machine qui est bien réglée, qui garde ses réglages dans le temps. Et donc voilà, il faut prendre un petit peu de temps pour ça. Ça fait partie un petit peu du lot de désavantages d'une laser CO2. Mais en réalité, pour vous rassurer, le réglage des miroirs, il se fait plus facilement par exemple qu'une Rabo Dego, je trouve. C'est un réglage qui est intuitif et relativement simple. Il ne faut pas d'outils à part du scotch. Donc voilà, il faut prendre un petit peu de temps, mais il ne faut pas s'effrayer pour cette étape-ci. Voilà, j'espère que déjà ces explications-ci vous ont paru claires. C'était une étape assez longue, mais comme ça, vous saurez comment régler les miroirs de votre laser. Alors, il y a une dernière chose à dire à propos des miroirs. On les a réglés, etc. Ces miroirs-ci, il faut les nettoyer de temps en temps, ça fait partie de l'entretien à faire. Pour les nettoyer, j'utilise des simples petites lingettes pour nettoyer les lunettes. Donc c'est un paquet de lingettes comme ça que j'ai acheté. Et elles sont juste avec une sorte d'un peu d'alcool comme ça, et du coup ça permet de bien nettoyer. Je mets comme ça sur mon doigt, et puis je viens nettoyer le miroir. Parce que lors des gravures, des découpes, etc., il y a petit à petit des fumées, des poussières qui vont aller se poser dessus et donc il faut régulièrement les nettoyer. Après quelques heures, on passe un petit coup comme ça. Pour au niveau de la tête du laser, je mets mon petit doigt et puis je viens également nettoyer le miroir. Et l'avantage avec ce genre de lingettes, c'est qu'on ne peut pas les griffer, etc. Enfin, une dernière chose que je peux dire, c'est que évidemment,
pour reparler un petit peu de la machine OM-Tech, il y a des machines qui sont plus chères. Comme je disais, il y a des machines qui se vendent aux alentours des 10-15 000. Ici, on est plutôt sur une entrée de gamme aux alentours de 5 000 euros. Où va être la différence? Eh bien, par exemple, au niveau des miroirs, je sais qu'il y a des miroirs où on voit qu'ils mettent une fine pellicule d'or, etc. Le but est de réfléchir au mieux le laser. Et peut-être que sur un laser comme ça, un petit peu plus entrée de gamme, les miroirs sont de moins bonne qualité. Comme vous le voyez, ça fonctionne très bien. Enfin, vous n'avez pas encore vu peut-être de découpe et de gravure, mais la machine fonctionne très bien. Mais on peut supposer que typiquement sur ce genre de matériaux, peut-être il y a quelques économies que OM-Tech fait pour avoir une machine un petit peu plus entrée de gamme. Ici, les miroirs, ils sont miroirs argentés. Je mettrai une image. Alors que je sais que sur des machines, on peut acheter des miroirs qui sont dorés et du coup qui auraient peut-être un meilleur rendement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que le laser il va être réfléchi par le miroir, en réalité, tout le laser ne va pas être réfléchi. Il y a d'office une certaine partie qui va être envoyée dans tous les sens ou qui va être perdue. Et ce rendement, j'imagine que si on met des miroirs de meilleure qualité, le rendement est meilleur. Et du coup, si notre tube laser il envoie 100 watts de puissance de laser, peut-être qu'en étant après passé par les 3-4 miroirs, au final il reste peut-être que, je sais pas moi, 90 watts au niveau de la sortie. J'exagère un peu, mais en gros c'est un petit peu ce que ça veut dire. Peut-être aussi au niveau de la durée de vie. Mais là, mes miroirs, peut-être qu'ils réfléchissent parfaitement et renvoient bien les 100 watts, mais peut-être que dans 500 heures d'utilisation, ils se seront fort détériorés par rapport à des plus qualitatifs. Du coup, il y aura une puissance plus faible qui sortira au niveau de la tête du laser. C'est des choses que je ne peux pas encore dire pour plusieurs raisons. C'est que déjà, je n'ai pas encore beaucoup d'heures d'utilisation sur la machine. Il faudrait compter ça en centaines d'heures. Je ne saurais pas trop mesurer ça, mais peut-être avec l'expérience, je pourrais voir que ma machine perd en puissance année après année. Et aussi, il faudrait avoir plus de connaissances, avoir travaillé avec différentes machines, avoir travaillé avec des machines du coup plus chères et moins chères pour pouvoir faire des comparatifs. Mais voilà, moi je vous dis ce que je découvre et comment je comprends les choses. Et après, à vous de faire votre choix. Une dernière chose à dire à propos du tube laser. Voilà, encore une fois, la machine OM-Tech, c'est une machine qui est, on va dire, entrée de gamme. Probablement, les machines qui coûtent 10-15 000 euros, qui coûtent 2-3 fois plus cher. On dit, voilà, ici c'est un 100 watts, est-ce que c'est exactement 100 watts? C'est des questions qu'on peut se poser. Tout ce que j'ai à dire, c'est que de ce que j'ai pu voir sur Internet auprès des Américains ou auprès de un ou deux Français qui ont ces machines-là, elles ont l'air d'envoyer la puissance qui est décrite par le cahier des charges. C'est vraiment ce qui ressort un petit peu des vidéos. Et voilà, le tube laser fonctionne. Il faudra voir dans la durée de vie, mais on parle quand même de durée de vie de plusieurs milliers d'heures en fonction de la puissance qu'on utilise lors des utilisations. On en parlera plus tard, mais voilà, on pourra peut-être se faire un débrief, mais alors ce sera dans quelques années. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en tout cas, le tube ici a l'air de bien fonctionner, a l'air qualitatif d'un point de vue installation, réglage, etc. Et enfin, une dernière chose, c'est que l'avantage avec OM-Tech, c'est qu'il y a quelques pièces qui sont accessible en pièces détachées si besoin. Le tube laser en fait partie, effectivement c'est une pièce qui peut s'user dans le temps et donc si j'avais à la changer, je peux me fournir facilement sur internet. Avant les machines comme ça entrée de gamme, si le tube y cassait, fallait déjà bien se démerder pour retrouver le même tube et est-ce qu'il allait être parfaitement compatible avec l'électronique qu'il y avait derrière, etc. Peut-être, mais en tout cas il allait falloir creuser d'un point de vue technique. Alors qu'ici, je sais que dans les années à venir, a priori, je peux changer mon tube sans souci. Ok, on a parlé du tube laser, on a parlé des miroirs. Il reste une dernière pièce qui rentre en contact avec le faisceau laser avant de venir découper le matériau, c'est la lentille. Elle va permettre de focaliser tout le faisceau laser en un point bien précis. Cette lentille, on va la démonter pour qu'on puisse la voir parce qu'il faut l'entretenir. Ici, il va y avoir beaucoup de fumée, etc. Et donc, de temps en temps, on va dire tout un certain nombre d'heures, je sais pas, je dirais toutes les 10 heures d'utilisation, allez même moins en fait parce qu'elle peut vite se salir, donc autant c'est une étape qui va vite, donc on va dire, je sais pas, tous les 2-3 heures d'utilisation, c'est déjà beaucoup, si le laser il tourne 2-3 heures, on peut démonter et nettoyer la lentille. On va faire ça ensemble et comme ça on va pouvoir l'observer. Pour démonter la lentille, on a ici au bout du faisceau un cône qu'il faut dévisser. Donc je le prends avec mes 3 doigts et je vais le dévisser. Moi j'ai un autofocus qui est la pièce rouge ici et en fait elle rentre en contact. Et donc pour pouvoir dévisser le cône, je suis obligé de démonter le tuyau d'air ici. Ça c'est un tuyau dans lequel de l'air arrive et il y a de l'air qui est pulsé par la buse. On en reparlera après. Et je dois démonter ce tuyau-ci. Donc je prends une clé de 10 et je démonte cette entrée d'air. Une fois que l'entrée d'air est démontée, je peux dévisser entièrement le cône. Dans ce cône, on va retrouver la lentille et une pièce en argenté ici qu'on peut dévisser. Et encore une fois, ici, je vais prendre une petite lingette pour nettoyer les lunettes. On va éviter de mettre nos gros doigts sur la lentille pour ne pas la griffer. On voit qu'on a ici une petite rondelle blanche qui se met en dessous.
Donc on peut nettoyer la lentille s'il y a des crasses ou de la fumée qui va dessus. La lentille, elle est légèrement bombée. En fait, elle a un côté creux et un côté bombé. Et lors du remontage, il faut bien mettre... Donc tout d'abord, on reprend le cône. Donc là, j'ai nettoyé la lentille. Je mets ma petite rondelle. On pourrait presque aussi nettoyer le cône. Ça ne ferait pas de mal. Alors maintenant que j'ai nettoyé le cône, la lingette est fort sale. Donc je vais faire attention de ne pas reprendre la lentille avec la partie sale de la lingette. Donc, dans le cône, je remets ma petite rondelle blanche. Je remets ma lentille avec la partie bombée vers le haut. C'est super important. Partie bombée vers le haut. Voilà, je pousse pour qu'elle soit bien au fond. Et ensuite, je reprends ma bague argentée et je viens la visser. Et voilà, l'ensemble est bien remonté. Je vais pouvoir revisser le tout ici. Alors la lentille, elle va pouvoir avoir pour effet de focaliser tous les faisceaux lumineux en un point bien précis. Et les lentilles, en fait, il en existe de différentes formes. Ces formes, elles vont permettre de focaliser le point de manière plus ou moins fine, on va dire. Je vais mettre un schéma pour que ce soit clair. On va avoir des focales de 2 pouces, 2 pouces et demi, 1 pouce et demi. Et en fait, ça va faire que le point où toute la lumière est focalisée, il va être soit tout fin, soit un peu plus épais, un peu plus grand. Si on prend une focale de 1 pouce et demi, parce que souvent les focales sont en pouces, mais en gros d'une certaine distance, si on prend une focale de 1 pouce et demi, c'est une focale petite, et du coup on va avoir vraiment un petit point où toute la lumière est focalisée. Si on prend une lentille la plus polyvalente, c'est la 2 pouces, c'est celle qui est installée sur ce graveur laser, 2 pouces, ça veut dire qu'on va avoir une zone déjà un petit peu plus grande et après on peut monter sur des 2 pouces et demi, 3 pouces, voire 4 pouces pour des utilisations bien plus particulières, mais pas sur ce genre de graveur laser. Et alors là, on va avoir des focales où le laser il est focalisé en un point mais qui est relativement long. Et du coup, on va pouvoir découper des matériaux qui sont plus épais. Plus on va augmenter la focale, plus on va pouvoir découper des matériaux épais, alors qu'avec une focale plus courte, on va découper des matériaux plus fins, on va avoir quelque chose de plus précis. Pour de la gravure notamment, on va avoir un point plus fin. Pour savoir, si on se pose la question, ma lentille, est-ce que c'est une 2 pouces, 1 pouce et demi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si je prends de la lumière et que je mets bien le côté bombé vers le haut, comme c'est monté dans le laser, et que je viens mettre ma lumière au-dessous de la lentille, on peut voir ici que quand je la bouge, on voit une espèce de phénomène un petit peu lumineux. Donc là, on a un gros point, et donc la lentille, elle va focaliser ce point, et donc si je la remonte petit à petit, le point il diminue, il diminue, il diminue, il diminue, il devient tout petit. Et puis si je continue à réaugmenter, il va réagrandir. Et donc on va s'arrêter exactement à la hauteur où il devient tout petit, c'est-à-dire ici plus ou moins. Et si je mesure, je mets mon pied à coulisse à côté, bon, on pourrait mesurer plus précisément, mais on est plus ou moins à 50 mm. 50 mm, ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 pouces. On est a priori sur une lentille 2 pouces, qui est une lentille standard, c'est-à-dire que la focalisation va se faire à 50 mm. Et du coup, on va avoir un regroupement des faisceaux sur une certaine longueur qui est relativement standard. On va pouvoir couper du 3, du 5, du 8 mm relativement précisément. On va pouvoir graver relativement précisément. Si on avait une lentille de 1 pouce et demi, ça veut dire qu'on aurait le point focal qui sera à 1 pouce et demi de la lentille. Donc, elle serait plus proche du matériau à découper. Et du coup, comme il serait plus proche, on aurait un point, si on veut, en hauteur au niveau de la focalisation encore plus fin. Ça repartirait en un point plus fin. Du coup, pour les gravures, ce serait plus précis, mais pour les découpes, ça serait moins avantageux. Et du coup, si on prenait une focale plutôt de 4 pouces, par exemple, on aurait la lentille qui serait très loin du matériau à découper. On aurait un point d'impact du laser beaucoup plus grand et on pourrait découper des matériaux plus épais, mais alors on aurait une gravure moins précise. Avec ça, normalement, vous avez toutes les infos sur les lentilles. Encore une fois, un dernier point du coup comme j'ai fait pour le tube à laser, pour les miroirs, pareil pour la lentille. On peut supposer que pour des machines plus haut de gamme, la lentille serait peut-être de meilleure qualité. Ce qu'on peut voir notamment chez une marque très connue française, c'est que un professionnel qui voudrait vraiment une machine très polyvalente, il voudrait pouvoir mettre une lentille de 1 pouce et demi pour quand il fait de la gravure, passer à du 3 pouces pour quand il veut découper un matériau épais, etc. Et du coup, il va y avoir des systèmes de changement de lentilles beaucoup plus simples. Les lentilles, elles vont s'acheter par pack pour vraiment avoir tout de manière très plug and play, etc. Ici, il faut tout dévisser et on va pouvoir trouver des lentilles pour changer de focale, etc. sur des sites, mais a priori pas sur le site OMTech. On va devoir aller chez d'autres vendeurs justement un petit peu plus professionnels.
Et donc voilà, ici on est sur une machine généraliste. Du coup, on a une lentille de 2 pouces qui va très bien fonctionner pour la gravure et la découpe, assez générale. Je pense que quand on veut changer sa focale, c'est qu'on est déjà bien poussé dans le domaine. Et donc voilà, pour une machine entrée de gamme, c'est parfaitement adapté. Comme ça, vous avez toutes les infos. Ceci étant dit, si je change de lentille, par exemple pour une lentille de 1,5 pouce ou de 3 pouces, et du coup dont la distance de focalisation va changer, eh bien il va falloir savoir, il va falloir régler ici l'autofocus, ou vous, s'il y en a qui n'ont pas d'autofocus, vous allez savoir, mais est-ce qu'on règle la table à cette distance-ci, ou est-ce qu'on la règle à cette distance-ci? Et donc pour savoir si on a une focale qui est au bon endroit, on va faire ce qu'on appelle un test de rampe. Alors pour faire ce test, j'ai mis une fine planche de MDF avec un bloc en dessous et je l'ai incliné de cette manière. Ce qui fait que ici à gauche, quand la tête est à gauche, on a une petite distance focale qui est probablement trop petite. Et je vais réaliser une découpe, une ligne de découpe comme ceci vers la droite. Et quand la tête de laser elle va être ici tout à droite, et bien ici la distance focale elle va être énorme. On sait qu'elle va être probablement trop grande. Et ce qui va se passer, c'est que du coup on va avoir un trait avec d'abord une distance focale probablement trop petite, puis probablement une distance focale parfaite, et puis après ça va redevenir imparfait. Et donc on va faire une découpe comme ça tout le long ici, et on va voir le résultat, et puis on va l'analyser ensemble. Donc on peut voir effectivement, évidemment là j'avais volontairement exagéré très fort la pente, mais on a un faisceau qui est ultra large et qui rétrécit petit à petit. Alors l'idéal serait d'aller encore plus loin vers la gauche, mais on sent que vers cette distance-ci, ici, on commence à avoir un meilleur résultat. Voilà, donc cette fois on a une très légère pente sur 70 cm. On a une pente, vous voyez ici on a une distance focale qui doit faire aux alentours entre le cône et le matériau de 25 mm. Et puis tout au bout, on a presque 0 mm, on arrive presque en contact. Donc comme ça, on va faire toute cette rampe et puis on va observer le résultat ensemble. Alors là, évidemment, je ne vais pas toucher au matériau parce que sinon, après le test, il ne voudra plus rien dire. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, évidemment, on a un gros trait. Ici, il commence à être très fin. Et là, il est évidemment plus gros. Et on va prendre un crayon et on va dire qu'a priori, de ce que je vois, là où j'ai mon trait le plus fin, ça serait a priori vers ici. A priori, c'est vraiment ici, de ce que je vois. Là, on est déjà plus gros. Là, on est déjà plus gros. Là, on est bien fin. Donc je vais venir positionner la tête de mon laser ici sur ce point. Donc voilà, c'est ici que j'ai le trait le plus fin possible. Donc c'est à cette distance-ci entre la lentille et le matériau que j'ai vraiment tous mes faisceaux qui sont focalisés. Tout se fait exactement à cette distance-ci. On peut donc mesurer la distance entre le cône et le matériau, ou une autre possibilité, ici je vais vérifier si la cale qui est donnée par OMTech elle est correcte. Voilà, alors si je me mets à la distance préconisée par OMTech via cette petite cale, en fait de ce qu'on peut voir c'est que le trait il est quand même déjà très fin. En réalité, je ne suis pas sûr qu'il soit plus fin ici que là. Donc on va avoir une sorte de forme de tolérance. Et donc ce qu'on peut supposer c'est que la cale elle est peut-être un petit peu grande, mais a priori ça me semble quand même correct. Le test de rampe confirme que dans cette zone-ci on est particulièrement fin et du coup la distance focale semble correcte avec cette cale-ci. Mais elle pourrait être un petit peu plus faible. Une dernière chose concernant cette distance focale entre la lentille et le matériau, là où vont converger tous les faisceaux du laser. Mais vous avez vu avec le test de rampe comment mesurer cette distance-là en fonction de votre lentille. Et maintenant que vous savez qu'il faut qu'il y ait une cinquantaine de millimètres entre la lentille et le matériau, vous pouvez mesurer ça précisément. Et bien de là, vous pouvez adapter potentiellement votre distance focale lors d'une découpe ou d'une gravure. En fait, lors d'une gravure, ce qu'on veut, c'est le point le plus fin possible pour avoir quelque chose de très précis. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre à la distance focale exacte.
Par contre, quand on veut couper un matériau, par exemple un matériau de 8 mm d'épais, on voudrait que le point de focalisation de tous les faisceaux du laser, il se situe au milieu du matériau et du coup 4 mm plus bas parce que comme ça on va avoir le trait de coupe qui va être un petit peu plus large au-dessus du matériau, il va être très fin au milieu du matériau et puis il va se réagrandir un petit peu en dessous à la surface inférieure du matériau. La focale, elle converge tous les faisceaux laser en un point, mais pas seulement. En fait, c'est en ce point-là qu'on va avoir le maximum de puissance de découpe. C'est-à-dire que si le laser il est réparti sur un gros rond comme ça, mais il ne va pas y avoir une grosse puissance au niveau du rond, tout est réparti sur une grande surface. Mais par contre, si on a un tout petit point où on focalise toute la puissance, mais là, ça va découper plus fort. Et donc, lors de la découpe, on va pouvoir de temps en temps vouloir changer le point de focalisation du faisceau. Et du coup, si ici, je reprends ma ligne que j'étais en train d'utiliser pour le test de rampe, quand je double-clique dessus, on va pouvoir rentrer dans des réglages qui sont intéressants sur Lightburn. Alors, c'est vraiment quand on fait de la découpe particulière. Mais on va pouvoir rajouter un décalage en Z et un incrément en Z par passage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire une focale classiquement avec l'autofocus. L'autofocus, il serait réglé pour de la gravure. Mais ici, comme on va faire de la découpe, comme mon matériau, il fait par exemple 8 mm d'épais, eh bien, j'aimerais bien que mon point, il soit 4 mm plus bas, il soit au milieu du matériau. Et du coup, je vais pouvoir mettre un décalage en Z de 4 mm. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est faire une découpe en plusieurs passages et alors faire un premier passage avec tous les faisceaux focalisés à la surface du matériau, puis un deuxième passage où on descend un petit peu ce point de focalisation et on repasse une deuxième fois. Et comme ça, là, on va pouvoir vraiment aller dans des découpes de matériaux plus épais, même si une découpeuse laser n'est pas faite pour découper des matériaux dans tous les cas trop épais. Mais voilà, avec ce genre d'astuce, on va pouvoir se permettre de découper des matériaux un petit peu plus épais et aller dans des techniques un petit peu plus particulières. On pourrait également rajouter un décalage de traits qui permettrait de vraiment faire une sorte de grosse tranchée pour découper un très gros matériau. Mais encore une fois, une découpeuse laser n'est pas faite selon moi pour découper des gros matériaux. On reste dans du 3, 5, 8 mm tout au plus. Et donc voilà, c'est des options pour vraiment des cas particuliers. Mais comme ça, vous aurez vu, donc sur Lightburn, décalage en Z, incrément Z par passage et décalage de traits. Et ces trois paramètres permettent à la fois de découper des matériaux plus épais et également à la fois de mieux maîtriser ces découpes, avoir des découpes plus propres et plus fines. Alors voilà, avec tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, on a finalement une machine qui fonctionne, mais on peut encore lui rajouter des accessoires qui vont être importants, voire indispensables pour certains. Tout d'abord, la machine, elle a une certaine dimension, ce qui fait que la machine ici, elle fait 1,65 m de large pour 87 cm de profondeur et 68 cm de hauteur. Ça fait déjà une sacrée machine, mais quand on la pose au sol, 68 cm, ça veut dire qu'on doit toujours se baisser, etc. pour travailler dessus. C'est pas pratique. J'ai donc fabriqué tout un meuble. Donc voilà, ça c'est la première des choses et ça me permet d'avoir la table de travail à plus ou moins 95 cm de haut, ce qui me semblait une odeur correcte puisque c'est une odeur d'établi. Ça fait un meuble qui est conséquent mais qui est vraiment agréable à utiliser. Et comme le laser ici, le tube, il dépasse sur la droite, j'ai ici une surface sur laquelle pouvoir poser mon ordinateur, un petit panneau de commande derrière, donc c'est vraiment pratique. Ensuite, il faut une extraction d'air. Effectivement, la machine, elle va dégager des fumées et il faut pouvoir aspirer toutes ces fumées. Toutes les machines OMTech, elles sont vendues avec déjà un ventilateur d'intégrer. Ce ventilateur, il est connu comme un ventilateur qui ne sert pas à grand chose parce qu'il ne tire pas suffisamment les fumées. Et du coup, quand on va avoir fini une découpe, par exemple, on va devoir laisser la machine reposer 1 minute le temps que toutes les fumées soient aspirées. Ce n'est pas très pratique. Du coup, j'ai rajouté une turbine qui permet d'aspirer les fumées. Alors, la sortie d'extraction d'air ici de la machine, elle est en 150 mm. Ensuite, on reçoit ce tube lorsqu'on achète la machine. Et c'est tout. Et donc on peut relier ça dehors, mais comme je vous l'ai dit, la turbine qui est ici montée sur la machine, elle n'est pas très puissante. Et du coup, moi j'ai rajouté cette turbine-ci. Alors là, j'ai beaucoup hésité. Il y a encore des choses à dire. C'est-à-dire que sur certains sites et pour des machines notamment professionnelles, on met des turbines hélicoïdales, je vous mettrai une photo, qui sont vraiment puissantes, qui sont de 550 watts, parfois plus, 750 watts. Il en existe de différents modèles et différentes tailles. L'avantage, c'est que ça tire énormément, ça a une grosse dépression et un gros volume d'air, donc ça fait à la fois véhiculer un gros volume d'air et aussi une grosse dépression pour bien aspirer les fumées.
C'est pas mal, mais déjà ça coûte relativement cher. Ce genre de turbine, il faut compter 200-300 euros pour l'avoir livré chez soi. Et en plus de ça, ça fait beaucoup de bruit. C'est comme un aspirateur à copeaux limite qui tourne, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Et il faut se dire que dès que la machine elle tourne, mais techniquement on la fait quasi tout le temps tourner cette turbine parce que quand elle fonctionne, on la fait tourner. Et puis après une découpe, on veut qu'elle continue à fonctionner encore pendant une trentaine de secondes pour bien finir d'aspirer toutes les fumées, etc. Donc elle tourne beaucoup. J'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop bruyant dans mon atelier et j'avais envie d'essayer une autre solution qu'on voit beaucoup aux États-Unis, des personnes qui ont installé ça. Je vous mettrai en description le genre de turbine que c'est. C'est des turbines qui sont aussi en 150 mm, qui existent aussi en 200 mm, mais ici comme la sortie en 150, je suis resté en 150. Et derrière, moi j'ai mis un tuyau comme ça de HVAC pour la climatisation, en 150 mm aussi. C'est un tuyau de 10 mètres que j'amène via une fenêtre dehors. Cette turbine-ci, elle fonctionne bien, mais elle est beaucoup moins puissante. Elle fait 50 watts, donc on comprend que rien que d'un point de vue puissance, ça veut dire qu'on va pouvoir déplacer un volume moins élevé et aussi on va créer une dépression moins élevée, donc les fumées vont être moins aspirées, elles vont être aspirées moins fort. Mais l'avantage, c'est que ça fait simplement le bruit d'une hotte. Donc je trouve que c'est déjà la limite du dérangeant. Donc il ne faut pas que ça soit plus bruyant que ça. Elle fonctionne bien pour tout ce qui est découpe bois, découpe globale de plein de matériaux. Ça fonctionne très bien. Toutes les fumées sont bien extraites. La seule chose, c'est que par exemple, quand on découpe du plexiglas, après la découpe, derrière la plaque de plexiglas, on va avoir des gaz qui vont se former, qui peuvent s'auto-enflammer avec le laser. Et du coup, ça peut brûler le plexiglas. Et du coup, pour la découpe en particulier de ce matériau-là, dans l'idéal, il faudrait un extracteur d'air encore plus puissant. C'est les seules fois où j'ai un souci avec cet extracteur d'air-ci, c'est quand je découpe du plexiglas, de temps en temps, l'aspiration ne fait pas assez fortement et du coup, j'ai des brûlures au niveau du plexiglas et du coup, je dois utiliser d'autres techniques dont on parlera plus tard lors de la découpe du plexiglas. Mis à part ça, je suis très content de cet extracteur d'air. Potentiellement, j'envisage dans les mois à venir d'acheter quand même une turbine de 500 watts pour avoir les deux, pour en avoir un qui tire beaucoup plus fort pour quand je découpe notamment du plexiglas et un qui tire un petit peu moins fort. Et comme ça, j'aurai les deux. Et alors après, à moi de faire par exemple un petit système Arduino pour pouvoir synchroniser tout ça sur le système Roida et avoir les turbines correspondantes qui démarrent en fonction du matériau pour avoir quelque chose de silencieux quand ça peut être silencieux et de plus bruyant mais plus puissant quand ça a besoin d'être comme ça. Pour conclure, pour le moment ça fonctionne très bien, ça va peut-être évoluer, je vais peut-être faire d'autres tests avec quelque chose de plus puissant. Ça correspond, c'est ok pour 95% des situations, mais pour 5% des situations, ça serait plus agréable d'avoir quelque chose qui tire encore plus. Et un dernier truc, pour preuve, voici une vidéo où je découpe du bois avec la porte qui est ouverte. Évidemment, j'ai fait ça avec des sécurités, donc il faut faire attention en faisant ça. Mais les fumées sont quand même bien aspirées, même porte ouverte. Donc c'est quand même la preuve que cet extracteur d'air fonctionne déjà bien. Ok, alors maintenant on se trouve à l'arrière de la machine. Comme vous pouvez le voir, il y a toutes des parties qui sont ouvrables pour avoir accès au tube, à l'arrière de la machine, etc. Tout doit s'ouvrir avec une petite clé triangulaire comme ça. On retrouve ça beaucoup sur les machines un peu chinoises. C'est pas nécessairement très agréable. Je pense que je vais m'imprimer en 3D toutes des pièces comme ça qui seront déjà montées pour pouvoir ouvrir et fermer facilement les portes. Mais bon voilà, ça c'est un détail. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve ici en bas? On a d'abord un gros moteur, un EMA 34 qui permet de régler la hauteur de la table. Il y a une longue courroie qui fait le tour et qui fait fonctionner 4 vis trapézoïdales. Et ici, c'est ça que je vais vous montrer. À l'arrière, on a un compresseur d'air. C'est un petit compresseur qui envoie un léger flux d'air continuellement au niveau de la lentille et au niveau de la sortie du laser. Donc l'air qui sort de ce compresseur, elle parcourt tous des tuyaux, elle parcourt des chaînes de câbles et elle arrive ici jusqu'ici à la tête du laser. Et si je démarre la machine, on peut entendre un léger flux d'air qui sort continuellement. Ce flux d'air, il permet plusieurs choses. C'est qu'on va avoir toutes des fumées qui vont être créées lors des découpes et même après les découpes, le temps que l'ensemble retombe et soit aspiré. Et du coup, ce léger flux d'air, il permet de continuellement pousser un petit peu d'air pour ne pas que la lentille s'encrasse trop vite. Ça, c'est la fonction de ce petit compresseur-là. Mais quand on découpe des matériaux notamment, et quand on fait de la gravure également, si on veut avoir des découpes bien propres et qu'on ne veut pas avoir trop de cramés, de sciures, etc., on va vouloir envoyer plus d'air comprimé au niveau de cet endroit-ci. Et du coup, on va utiliser un compresseur classique. Donc ici dans mon atelier, moi j'ai un petit compresseur avec un tuyau à air comprimé. Et si je prends ce tuyau, j'ai prévu ici au bord de la machine une fixation sur laquelle je peux brancher mon tuyau d'air comprimé. Et là, la machine maintenant est reliée à l'air comprimé.
L'air parcourt ce tuyau-ci et arrive à un manomètre sur lequel je vais pouvoir régler la pression. Ici, elle est à 0. Ma machine, j'utilise pour découper du plexi et découper du bois principalement. Et donc pour découper le bois, c'est vraiment important de pousser et de pulser plein d'air. Ça va permettre de bien pousser toutes les poussières, cendres, etc. Avoir des découpes plus nettes aussi, on va pouvoir réduire légèrement la puissance du laser. Il me suffit du coup de régler la pression. Et par exemple, pour découper du bois, ça peut m'arriver de mettre 2-3 barres de pression. Ça, il faut faire des tests, ça merge des choses. Je ne vais pas donner plus d'explications, mais il faut faire des tests et vous allez vite voir qu'en mettant 2-3 barres, vous allez avoir des découpes plus nettes et plus puissante. Et en dessous, on a un petit filtre pour que l'eau envoyée par le compresseur et un petit peu l'huile soit bien extraite. Et comme ça, on a de l'air parfaitement propre qui va dans la tête du laser. Mais ce système d'air comprimé, je ne l'ai pas voulu si simple que ça. C'est-à-dire qu'ici, j'ai mis de la pression dans le circuit. On a 3 barres ici en sortie et pourtant, on n'entend pas l'air qui sort. Parce que si on vient ici à l'arrière du système, on a une première chose que j'ai apportée en modification, on va dire au niveau du système d'origine. Ça se passe derrière cette planche-ci, mais comme vous pouvez le voir, derrière cette planche-ci, il y a plein de bordel électronique, il y a plein de fils qui sortent de partout. C'est pas très propre, il faudrait que je remette ça au propre, mais j'ai déjà mis beaucoup trop de temps dans la fabrication de ce meuble, etc. Donc ça fera pas l'objet, enfin vous verrez pas le résultat ici, mais un jour, quand j'aurai le temps, je remettrai ça au propre. Je vais vous expliquer ce qui se passe. On a l'air comprimé ici qui arrive du coup directement depuis mon compresseur. On a réglé soi-disant 3 barres. Et on va arriver à une électrovanne qui va permettre de contrôler le fait d'envoyer l'air ou non. En fait, le système Roida, le système informatique du découpeur laser dont je vous ai parlé, il permet de gérer tous les moteurs, l'envoi du laser, etc. Et sur son boîtier électronique, il a une sortie qui est déjà dédiée et prévue pour l'envoi d'air comprimé. Ce n'est pas moi qui ai inventé le fait d'envoyer de l'air comprimé comme ça au niveau d'un graveur laser. C'est quelque chose qui est fréquent et c'est fait pour recevoir vraiment de l'air d'un compresseur comme je l'ai fait là. Et du coup, sur l'ordinateur de ce système Roida, il y a des sorties prévues en 24 volts parce que le système fonctionne en 24 volts. Et du coup, en fait, je me suis branché sur ces sorties-là. J'ai été chercher dans la datasheet du système Roida où est-ce qu'on pouvait se brancher en 24 volts. Je vous montrerai où c'est ici une image de où il faut se brancher. Donc là-dessus, vous mettez votre plus et votre moins. Et il faut acheter du coup Electrovan 24 volts DC parce que c'est du courant continu. Et une pas trop, qui ne consomme pas trop, ici c'est une 6 watts et du coup il y a juste un sens après du flux d'air. Et alors tout le flux d'air, j'en ai pas parlé, j'ai utilisé des tuyaux bleus, comme ça c'est des tuyaux en diamètre 10 mm que j'ai choisi moi. Et les raccords ici s'appellent enfin moi en tout cas j'appelle ça des raccords push-in, c'est-à-dire que quand on appuie sur la bague bleue ici, on peut sortir le tuyau et après pour rendre le raccord assemblé, typiquement l'électrovanne au tuyau, j'ai juste à pousser le tuyau dedans et c'est étanche et ça tient bien. Donc j'ai mis tous des raccords comme ça à chaque fois, j'ai fait tout le système. Ensuite l'air comprimé, il repart dans un tuyau un petit peu plus fin, on va voir pourquoi. Et donc l'électrovanne est commandé par le système et dans le système électronique, on va le voir après, on peut du coup dire au système envoie de l'air comprimé quand le laser se met en route. Donc là on peut se dire parfait, on relie notre électrovanne à la sortie à ce tuyau-ci et on pulse de l'air comprimé quand l'électrovanne est ouverte et c'est parfait. Le souci, c'est que ça veut dire que quand le laser ne va pas fonctionner, l'électrovanne elle va être fermée et du coup, on ne va plus avoir de flux d'air ici. Et du coup, le petit compresseur qui fonctionnait avant et qui permettait d'avoir continuellement un petit flux d'air, même quand le laser ne fonctionne pas pour ne pas tacher la lentille, eh bien ce flux d'air, il ne sera plus là. Ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai créé un double système où on a l'air comprimé de mon compresseur d'atelier et l'air comprimé du petit compresseur qui peuvent tous les deux envoyer de l'air ici au niveau de la bouillie. Pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 clapets anti-retour. Donc ça, c'est des petits modules aussi push-in. Donc pousser les tuyaux comme ça dedans, c'est des petits clapets anti-retour qui fait que ici on a l'air comprimé de mon compresseur qui arrive et qui va dans le circuit de la tête pour pousser de l'air quand elle peut en pousser. Et ensuite, le petit compresseur qui est ici caché derrière, pareil, il a aussi un clapet anti-retour. Ce qui fait que quand la vanne ici elle est fermée, il n'y a pas d'air qui pousse par là. Le compresseur, il essaye de pousser par ici, mais il ne peut pas parce qu'il y a un clapet anti-retour. L'air est tout simplement poussé du coup dans la tête de découpe laser. Et quand le compresseur lui se met en route, l'air elle passe ici ce clapet anti-retour
Et là, elle pourrait se diviser en deux, aller vers le compresseur et aller vers la tête du laser. Mais nous, on veut que l'air aille que vers la tête du laser. Et c'est pour ça qu'ici, on a un clapet anti-retour après le petit compresseur qui est là. Comme ça, l'air du compresseur, elle ne peut pas aller vers le compresseur, elle peut aller que vers la tête du laser. Et du coup, on a de l'air qui est pulsé vers le laser. Utiliser le manomètre, etc. J'ai fait passer des tuyaux dans des trous qui étaient déjà là en fait dans la machine. C'est peut-être des accessoires qui pourraient être montés, qui ne sont pas montés. Et du coup, moi, j'ai profité de ces trous-là pour tout monter. Alors pour ceux qui veulent installer de l'air comprimé sur leur découpeuse laser CO2, il y a une dernière étape qu'il faut effectuer. C'est une étape software, donc ça se joue sur Lightburn et du coup je vous mettrai ici le timecode auquel aller pour pouvoir faire cette modification. C'est important, sinon votre système d'air comprimé ne fonctionnera pas. Mais là je vous passe quand même de gros détails qui m'ont amené beaucoup de difficultés dans le sens où en fait, ça n'a pas été si simple de mettre cet air comprimé en place. En fait, à la base, j'avais acheté une première électrovanne de cette forme-là parce que c'est des électrovannes que j'avais déjà achetées et là, j'ai été un peu bête, j'ai pas regardé la consommation de cette électrovanne. Ça, c'est une électrovanne qui peut couper tout, de l'air, de l'eau, de l'essence, tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est une électrovanne qui consomme pas mal de courant. J'avais en gros juste regardé, ce que je voulais, c'était ici de quoi pouvoir monter mes raccords et une 24 volts. Et du coup, je l'achète et je la monte et quand je branche tout sur le système Roida, etc., je démarre le laser et ça ne fonctionne pas. Donc j'ai bien dans Lightburn coché comme quoi je veux de l'air comprimé qui doit sortir, etc. Et l'air comprimé ne sort pas. Du coup, j'essaye de mesurer avec le multimètre est-ce que l'électrovanne reçoit bien 24 volts. Et là, en voulant faire ça, je regarde du coup les caractéristiques de mon électrovanne et j'avais acheté une électrovanne 24 volts AC alternatif. Alors, je n'avais pas du tout pensé qu'il pouvait y avoir du 24 volts alternatif. Pour moi, c'était sûr et certain que ça allait être une électrovanne DC. Je ne comprends pas pourquoi il y a des électrovannes alternatives, mais si ça peut avoir du sens pour certains projets, mais j'étais sûr que cette électrovanne-là était en continu, elle était en alternatif. Et du coup, je me dis, ah ben, pas grave, je vais la renvoyer et je vais du coup recommander une électrovanne DC 24 volts. C'est sûrement juste ça qui n'a pas fonctionné. J'achète cette électrovanne 24 volts DC, je ne regarde évidemment toujours pas la consommation de cette électrovanne alors que j'aurais dû le faire déjà 2 fois. Je l'installe et toujours pas d'air comprimé qui sort au niveau de la buse. Du coup, là, je me dis, ok, ben, je vais prendre mon multimètre, je vais voir si l'électrovanne reçoit bien 24 volts lorsque le laser est en route et 0 volts quand le laser n'est pas en route pour ouvrir et fermer le flux d'air en fonction du laser. Et là, je mesure avec mon multimètre 24 volts tout le temps et quand le laser se met en route, ça tombe à 21 volts. Donc, ça ne veut rien dire du tout et on voit que le système Roida essaye de faire quelque chose. Quand le laser se met en route, il descend de 3 volts la tension, mais c'est 24 volts tout le temps, donc c'est comme si c'était ouvert tout le temps. Bref, ça ne fonctionne pas. Je m'en vais dans des fins fonds de forums sur Internet avec des Américains 2-3 Américains à qui c'est arrivé. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais acheté une électrovanne 24 volts AC, j'ai cramé quelque chose dans mon système Roida. C'est la conclusion que j'en ai eue. Donc pas top parce que j'ai pas envie de le remplacer, évidemment, ce système. Je lis tout ça et de ce que je lis, en fait, c'est 4 transistors qui permettent justement d'ouvrir et de fermer cette sortie 24 volts que j'ai cramé. Heureusement, toute ma machine, elle continue à fonctionner. C'est vraiment 4 transistors qui sont dédiés, de ce que je comprends, à le contrôle de l'air comprimé. Mais du coup, je vous mets quelques images. J'ai dû, alors que la machine était déjà installée, donc j'ai dû aller là au fin fond, démonter tout le boîtier Roida. Je l'ai ouvert, j'ai identifié les 4 transistors dont on parlait sur les forums. J'ai suivi tout ce qui se disait sur les forums parce que les Américains avaient exactement le même comportement, c'est-à-dire 24 volts tout le temps et puis ça tombait à 21 volts 5 lorsque l'air comprimé devait sortir, etc. Donc moi je suppose que j'ai cramé ces 4 transistors suite à l'électrovanne AC que j'avais mis. Je commande ces transistors qui sont des tout petits transistors, ça fait la taille d'une demi-fourmi. Je vous mettrai des photos avec mon doigt à côté, donc c'est vraiment tout petit, il faut faire 3 soudures, etc. Je soude tout ça, je remonte tout, je câble tout, etc. Là, je veux plus faire d'erreur et du coup, je regarde bien la consommation de mon électrovanne et c'est une électrovanne qui est effectivement grosse avec un gros solénoïde et du coup, elle consomme beaucoup. Je trouve une électrovanne 6 watts 24 volts DC, ça correspond à tout ce qui est mis dans la datasheet du système Roida. Je vous mets évidemment toutes ces références en description. Je rebranche tout et miracle, ça fonctionne. J'ai réussi à bien changer mes 4 transistors. C'était 10 cents le transistor, j'en avais acheté 10, donc ça m'avait coûté 1 € plus 7 € de frais de port. C'était scandaleux. Mais c'est fait, c'est changé, ça fonctionne et je suis content. Comme ça, vous avez toute l'histoire.
Une dernière chose qui concerne l'air comprimé que j'ai pas trouvé dans Lightburn et du coup que je vais directement vous montrer dans le système Roida, même si ça doit pouvoir se trouver sur le logiciel Lightburn. On va aller dans les menus et ensuite on va aller dans le paramétrage des paramètres et ici on va aller dans auxiliaire air et là on peut voir que le type de coup, on peut choisir différentes valeurs, soit des coups de laser, soit coups de travaux, soit coups manuels. Coup manuel, je pense que ça veut dire que pendant la découpe, je peux appuyer ici ou relâcher le bouton air auxiliaire et ça va envoyer de l'air comprimé ou non via l'électrovanne. Le deuxième mode, c'est coup de laser. C'est lorsque le laser est allumé, l'électrovanne se met en route. Mais à chaque fois que le laser va s'arrêter, et ça arrive beaucoup de fois lors par exemple d'une gravure, il va arrêter l'air comprimé. Donc ça va faire parfois l'électrovanne, elle va s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer, s'ouvrir, se fermer parce que le laser il va s'arrêter et se fermer un petit peu tout le temps. Et après on a coup de travaux, ça veut dire que l'électrovanne elle va s'ouvrir au début du lancement du programme, elle va rester ouverte tout le temps et du coup on va avoir de l'air comprimé tout le temps que le laser il soit allumé ou éteint. Et à la fin du parcours d'outils, à la fin de la gravure ou de la découpe, et bien seulement là l'électrovanne va se fermer et il n'y aura plus d'air auxiliaire. Donc moi j'ai essayé un peu les deux modes, coup de laser et coup de travaux et coup de travaux me semble intéressant pour ne pas que l'électrovanne doive s'ouvrir et se fermer continuellement. Mais voilà, c'est à vous de voir, vous pouvez un peu tester les deux. Et une fois que vous avez modifié une valeur, ici supposons que je mets coup de laser, eh bien il ne faut pas oublier de descendre et appuyer sur écrire pour que la machine enregistre les modifications et ensuite on peut retourner au menu principal. Ok, on a parlé du circuit d'air comprimé, on a parlé de pas mal de choses. Maintenant, il faut s'intéresser au circuit de refroidissement du tube laser. Ce tube laser, il doit être refroidi par eau, comme je l'ai expliqué au début, et il est refroidi du coup par de l'eau. On ne peut pas mettre de liquide de refroidissement de voiture. Il existe des liquides pour les machines un peu plus pro sur des sites. On peut trouver des liquides qui sont dédiés à ces machines-ci, qui ont apparemment un pouvoir calorifique un petit peu plus élevé. Ils permettent de mieux transmettre la chaleur. Mais globalement, c'est des liquides qui, on dit qu'il faut les changer souvent, etc., qui coûtent cher au litre. Et je pense que c'est vraiment pour des utilisations plus professionnelles, une machine qui tournerait 24 heures sur 24. Sur ce genre de machine, pour être très honnête, on met tout le temps de l'eau. Mais par contre, il faut de l'eau déminéralisée. Alors, ça coûte rien du tout, donc c'est pas un problème. Et il faut compter un certain nombre de litres d'eau, mais ça coûte littéralement 1 euro le bidon de 5 litres, donc c'est pas un problème. Mais du coup, le circuit d'eau, encore une fois, j'ai pas fait des choses tout à fait normalement. À la base, cette machine-ci, moi, j'ai la chance qu'elle soit vendue avec un système de refroidissement. Alors, il existe trois types de systèmes de refroidissement. Soit vous n'avez pas de système, vous n'avez que votre machine et vous avez une pompe qui fait circuler de l'eau. Dans ce cas-là, vous prenez un gros bac d'eau, par exemple, où vous mettez 20 litres et l'eau va juste circuler entre le tube et ce bac-là et elle va petit à petit chauffer. Mais comme vous avez 20 litres, vous pouvez supposer que vous allez avoir une certaine inertie avant que toute l'eau se mette à chauffer. Pour vous donner un ordre d'idée, si je découpe du matériau par exemple à 80 watts avec 80% de puissance, je sais pas, je découperai pendant 10-15 minutes, l'eau elle va passer facilement de 20 à 25 degrés. Donc ça chauffe quand même petit à petit. En sachant qu'ici j'ai 6-7 litres d'eau. Juste pour donner des ordres de grandeur. Ma machine elle était vendue avec le deuxième type de refroidissement possible. C'est un refroidissement avec un réservoir dans lequel il y a de l'eau et un radiateur devant lequel il y a un ventilateur. Ce radiateur il va permettre d'augmenter la dissipation de la chaleur contenue dans l'eau avec l'air, c'est-à-dire que si l'eau elle monte à 25 degrés et que ici dans la pièce il fait 20 degrés, eh bien l'eau elle va passer à travers un radiateur qui est en contact avec l'air. Il va y avoir même un ventilateur qui va faire circuler de l'air sur ce radiateur et donc on va pouvoir refroidir davantage l'eau. Le désavantage de ce genre de refroidisseur, c'est qu'il n'y a pas de refroidisseur actif comme on aurait dans un frigo. On n'a pas un compresseur avec un flux frigorifique qui va refroidir le liquide. En réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste dissiper davantage la chaleur avec l'air de l'environnement. C'est-à-dire que si ici dans ma pièce il fait 30 degrés, je ne pourrai jamais refroidir l'eau plus que de 30 degrés puisque c'est juste un échange avec la chaleur qu'il y a dans l'air ici. Donc s'il fait chaud dans la pièce, en fait on ne va pas pouvoir refroidir très fort la température de l'eau, en sachant que dans le mode d'emploi, pour la machine, je pense qu'il conseille d'avoir une eau entre 20 et 30 degrés grand maximum. Donc s'il fait chaud dans la pièce, qui fait 30 degrés, ça va être compliqué de maintenir l'eau à 30 degrés et donc ce genre de refroidisseur pourrait ne pas suffire. Ceci étant dit, il ne fait pas encore 30 degrés dans cette pièce-ci, j'ai pas encore eu de problème et c'est quand même un système qui permet déjà de maintenir une meilleure température que le premier système avec juste un bac d'eau. Oui, et alors le troisième système, c'est je pense qu'il y en a plus professionnel qu'on utilise davantage la graveuse laser, c'est de la tourner plusieurs heures d'affilée qui fait chaud ou même pas tant que ça chaud dans la pièce. On va pas pouvoir refroidir suffisamment l'eau et du coup pour qu'elle soit plus froide, on va utiliser le troisième type de refroidisseur
qui est vraiment un refroidisseur plus cher, qui va coûter vite quelques centaines d'euros, alors que ça c'est aux alentours de 150 euros je pense, ou 200 euros quand même. Et ce troisième refroidisseur, c'est un système avec vraiment un fluide frigorifique, un compresseur, etc. On va vraiment refroidir le liquide, ça va consommer plus, etc. Là on est vraiment sur un frigo pour l'eau. Pour le moment j'en ai pas encore besoin, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a des Américains, ils achètent limite une machine qui fabrique des glaçons pour mettre des glaçons dans l'eau pour la refroidir. Il y a plusieurs manières de refroidir de l'eau, 3 types de refroidisseurs, de mieux en mieux entre guillemets, en sachant que je pense que les 2 premières solutions conviennent à 90% des cas pour les particuliers. La troisième solution avec le fluide frigorifique, c'est plus pour des machines qui tourneraient vraiment énormément. L'eau du tube, elle sort ici et elle rentre ici. Elle rentre ici et elle sort ici. Elle va passer dans ce système. Il y a la pompe qui permet de faire circuler dans le réservoir et dans le radiateur. Mais il y a également des systèmes que j'ai rajoutés. Ce système-ci et ce système-ci. Quand j'ai reçu ma machine, je l'ai reçue, c'était il y a 6 mois, un truc comme ça, 6-7 mois. Donc c'était vers janvier-février. Moi je suis en Belgique, je suis encore dans un atelier qui va changer et je suis pas dans des ateliers très luxueux. Je suis pas encore hors gel. Mais il arrivait qu'en Belgique il fasse encore -5, -6, -8 dehors. Ce qui fait que dans mon atelier ça tombe en dessous de 0 degré. Et du coup il y a un risque de gel au niveau du tube. Et si l'eau elle se met à geler dans le tube, il pourrait se briser et se casser. Autant dire qu'un tube comme ça 100 watts, j'ai pas du tout envie qu'il gèle et qu'il casse. Donc j'étais pas serein et du coup pour les années à venir et notamment pour cet hiver-là, j'avais envie d'avoir un système fiable. Je voulais vraiment pas, c'était l'enfer. J'avais cette machine-là et je n'osais pas mettre de l'eau dedans parce que j'avais peur qu'elle gèle la nuit. J'ai donc fait un système d'hivernage qui utilise en fait un système d'aquarium. En fait, il y a des aquariums où on veut que les poissons ils soient à une certaine température. Et du coup, il existe ce genre de module qui mesure continuellement la température de l'eau. Il y a un capteur de température qui sort de ce module-là et qui est dans ce réservoir-là. Et dans ce boîtier-là, avec une application, on peut configurer pour que si l'eau elle descende par exemple en dessous de 6 degrés, ça refroidit, eh bien il va, avec une sorte de relais, mettre en route certains systèmes qu'on peut brancher sur une prise. Et du coup, j'ai configuré tout ça pour que si la température de l'eau ici descend en dessous de 6 degrés, ou je pourrais mettre une autre consigne, 5 degrés par exemple, eh bien on va mettre en route le système de pompe. Et on va également mettre en route une résistance chauffante d'aquarium qui va permettre de faire chauffer l'eau. Et du coup, ça descend en dessous de 6 degrés. L'application met en route tout le système de circulation d'eau et la résistance chauffante. L'eau se remet à chauffer jusqu'à par exemple 10 degrés, je peux choisir le réglage. Et après, le système se réarrête. Et comme c'est l'hiver, peut-être la température va rediminuer jusqu'à 6 degrés. L'eau se met à circuler, on la chauffe avec la résistance, ça remonte à 10 et ainsi de suite. Un système qui permet donc d'avoir jamais l'eau qui gèle si la machine reste évidemment bien branché. Alors c'est un système qui peut paraître un petit peu exagéré parce que faut faire tout ça pour ça au final, juste pour que l'hiver il n'y ait pas d'eau. Ça dépend dans quel atelier vous êtes. Il y a pas mal d'Américains et même des Canadiens qui font ça parce qu'il fait froid chez eux justement. Et du coup j'ai découvert ça après avoir fait mon système, mais j'ai vu aux États-Unis des personnes qui utilisent un petit peu un système comme ça. Souvent leur système est un peu différent. Moi je vous mettrai du coup les boîtiers que j'ai utilisés, etc. En description de la vidéo. Et une dernière chose qui était importante, c'est que pour que ce système il fonctionne correctement, j'ai fait que le ventilateur ici il puisse être désactivé. Parce que si le système là, quand ça descend en dessous de 6 degrés, il allume tout, c'est-à-dire la pompe et le ventilateur ici, on va prendre toute l'air de la pièce qui est très froid, qui est par exemple à -3 degrés, et on va refroidir l'eau via le radiateur. Donc ça serait évidemment contre-productif. Donc ce ventilateur-ci, évidemment, il ne se met pas en route en mode hivernage. Pour pouvoir faire tout ça, comme vous l'avez vu, j'ai démonté tous les éléments qu'il y avait sur cette structure-ci. Il y avait des interrupteurs, il y avait un afficheur de température. On peut voir qu'il y a tous des câbles du coup que j'ai moi-même colsonnés, etc. pour avoir quelque chose d'un petit peu propre. Ici à l'intérieur, j'ai ramené tout un bordel de câbles, etc. qui, comme je l'ai dit, n'est pas encore très clean. Et j'ai également remonté toutes les informations comme le capteur de température, l'activation du ventilateur, l'activation de la pompe, le mode hivernage, etc. J'ai tout remonté ici au-dessus dans un petit boîtier que je vais vous présenter après. Donc ce que j'ai fait pour que justement les capteurs, pareil, il ne faudrait pas qu'ils reçoivent de l'eau chaude directement sur lui, qu'ils se disent l'eau elle est chaude alors que le tube il est encore très froid, il pourrait geler. Donc il a juste fallu penser au sens de circulation d'eau. En fait, l'eau, elle va sortir du tube ici, elle va rentrer dans la résistance chauffante et l'eau, elle va donc être chauffée et elle va rentrer d'abord dans le bas du radiateur, puis elle va chauffer seulement tout le radiateur. Donc dans un premier temps, l'eau, elle va pas chauffer très vite parce qu'elle va devoir chauffer tout le radiateur. Et puis après seulement, elle va aller chauffer tout le volume d'eau parce que l'eau retourne dans le réservoir. Et puis seulement encore après, l'eau, elle va aller réchauffer le tube laser. Et en plus de ça,
Ces résistances-ci, comme elles sont faites pour réguler à la base la température d'eau d'aquarium, mais la montée en température, elle se fait petit à petit. On n'a pas directement de l'eau qui passe de 0 à 30 degrés ou à même 50 degrés, et c'est une chauffe qui se fait progressivement. Et c'est ça qui fait que le système est, je pense, bien pensé. C'est que du coup, on va d'abord bien chauffer le radiateur, puis le volume d'eau et ensuite le tube laser. Et donc, quand, supposons en hiver, l'eau elle tombe à 5 degrés et qu'on veut la remonter à 10, ben, on va bien remonter l'ensemble du système à 10 degrés. Ça va tourner peut-être pendant 1 heure et puis après, ça va s'arrêter pour toute la nuit et ça aura tenu toute la nuit sans geler. Voilà, je vous ferai peut-être un retour le prochain hiver si le système doit se mettre en route. Et étant donné que c'est connecté à mon GSM, ben, je verrai si ça se met en route et je verrai les courbes de température qui descendent et augmentent. Mais voilà, comme ça vous aurez le schéma et vous aurez tout compris sur ce circuit d'eau un peu particulier. Et pour que vous sachiez, ce système-ci, donc ce boîtier-ci et la résistance chauffante et la déportation de toute l'électronique en achetant un interrupteur, etc. Il y en a eu pour TTC plus ou moins, donc c'est pas si cher que ça, mais voilà, pour moi j'étais très content d'avoir ça et surtout tous les hivers à venir je serai content parce que je pourrais savoir que si ça descend de 6 degrés, le circuit se met en route et réchauffe l'eau. Du coup, toutes les infos que j'ai remontées sur ce panneau, il y en a une première, c'est le capteur de température, il ne fonctionne plus actuellement. J'ai vraiment envie de finir cette vidéo, donc je vais le remplacer plus tard. Je l'ai cramé en installant ce boîtier-ci. Parce que j'ai inversé la commande d'information de température avec l'alimentation et l'alimentation à 220 volts. Donc ça a clairement pété dedans. Je suis déçu, mais ça coûte 5-10 euros, donc c'est pas mortel. Je le changerai, mais du coup il y a la température qui est affichée ici. J'ai remonté le ventilateur. Je le voulais à part parce que si il fait plus chaud dans la pièce que l'eau en circulation, ben évidemment on va pas l'allumer parce que sinon ça va avoir tendance à réchauffer plus l'eau qu'autre chose, alors qu'on veut la refroidir. Mais par contre, on met le ventilateur en route quand l'eau a atteint la température de la pièce et là on veut maintenir cette température avec le refroidisseur. Ensuite, on a un interrupteur 3 positions, la position arrêt, la position hiver et le mode marche, on va entendre. Là, c'est la pompe à eau normale qui se met en route et c'est tout. Et ça fait bip 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 au début parce que c'est l'avantage, c'est que dans le système ici de refroidissement et dans le découpeur laser, donc il y a une double sécurité, c'est des sécurités qui vérifient que l'eau circule bien. Au cas où la pompe s'arrêterait et que l'eau ne circulerait plus, le tube ne serait plus refroidi et du coup il pourrait casser et du coup on a des sécurités pour vérifier que l'eau circule bien et sinon ça sonne, il y a une alarme. Et donc ici à l'intérieur de la machine on a les entrées et sorties d'eau et on peut retrouver le fameux capteur de débit. Donc il y a 2 fils qui sortent et c'est ce petit capteur qui a une petite hélice et si l'hélice ne tourne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de débit, que l'eau ne circule pas et du coup la machine ne se met pas en route. Et donc voilà, comme ça vous savez, supposons qu'on ait des codes d'erreur qui s'affichent en disant oh il y a des problèmes de circulation d'eau alors que notre pompe elle fonctionne bien, et bien c'est là qu'il faut aller voir, c'est ici à l'arrière qu'on a le détecteur de débit. Et là à droite c'est le fameux ventilateur qui est installé sur la machine mais qui n'est pas très performant. Donc voilà, on peut l'arrêter. J'ai remonté une prise, comme ça je peux recharger mon ordinateur si besoin. Et ici, il y a un trou avec un câble USB-C qui sort du trou. Alors ce câble USB-C, en fait j'ai juste envie de le relier à mon ordinateur. Sur le logiciel Lightburn, on va y arriver après. Et ce qui se passe, c'est que le système Roida, il propose 3 types de branchements. Soit on se branche en Internet, RJ45, soit on met directement le fichier sur une clé USB, soit on peut se brancher directement en USB sur l'ordinateur. Moi, c'est ce que je voulais faire parce que depuis l'ordinateur, on peut bouger les axes, on peut réaliser l'autofocus, on peut envoyer et arrêter des fichiers ou mettre en pause des fichiers. Et je trouve ça beaucoup plus agréable de faire ça depuis l'ordi et de modifier tout ça sur l'ordi que de créer un fichier, le mettre sur une clé USB, brancher la clé USB à l'ordi. Dans les menus là qui sont pas très agréables, lancer le fichier. Quand on doit faire une modification, il faut refaire tout l'inverse, etc. C'est pas agréable. Donc, je veux pouvoir brancher mon ordi directement sur la machine. En vient une information supplémentaire pour ceux qui ont un Mac comme moi. Je voulais en tout cas pouvoir brancher mon Mac sur cette machine. Le problème avec les Mac, c'est que si on branche directement de l'USB-C à l'USB-A du système Roida, Lightburn ne détecte pas le système Roida. C'est ennuyant. Et c'est pour ça que dans les forums, on voit beaucoup de personnes qui passent via le RJ45, etc. Mais c'est ennuyant parce que ça veut dire qu'il faut un hub à côté de l'ordi, etc. C'est pas agréable. Moi, je voulais avoir un câble qui sort et que je peux direct brancher à mon ordi. La solution,
c'est qu'il faut un hub dédié. Donc moi j'ai acheté un hub pas cher du tout, juste USB-A, que je laisse continuellement là-dedans. Et du coup en fait au lieu d'avoir directement un câble qui fait USB-A vers USB-C de l'ordinateur, eh bien, on fait USB-A vers un hub vers l'ordinateur. Et donc comme ça j'ai mon câble qui fait 1 mètre, qui me permet de me brancher à l'ordi. C'est agréable, c'est efficace, c'est tout ce que je voulais. C'est des détails, mais ça facilite la vie. J'ai poussé le projet assez loin, c'est le genre de détail. J'aurais pu à chaque fois sortir mon hub, mais comme ça, il y en a un qui est là-dedans. J'ai mon câble, je branche et c'est directement reconnu par l'ordinateur. Au niveau de la partie électronique de la machine, on peut voir déjà que tout est relativement bien câblé, tout est étiqueté. C'est assez agréable. Si on doit un jour aller travailler dessus, on voit que tout passe bien dans des cache-câbles, que tout est bien numéroté, câblé, etc. Donc ça, c'est relativement agréable. On va retrouver différentes parties, ça va pas être nécessairement évident à filmer parce que la machine elle est déjà installée dans le meuble, mais le gros boîtier ici, il permet de créer la haute tension et il va permettre d'alimenter donc le tube laser pour réaliser le faisceau laser. Derrière, on a l'alimentation électrique en 24 volts. Ensuite, derrière, on a le gros boîtier noir là, et derrière, il y a 2 autres petits boîtiers noirs comme cela, mais c'est pour alimenter les moteurs pas à pas qui vont permettre le déplacement de la tête. En dessous, ici, on a juste un bornier pour relier tous les câbles. Et donc ici, à l'avant de la machine, on retrouve, comme je l'avais dit, les 3 drivers qui permettent d'alimenter les moteurs pour déplacer la tête de la gravure. Et d'ailleurs, ils sont notés comme l'axe Z, l'axe X et l'axe Y. Et tout à l'avant de la machine, on retrouve encore une dernière partie, c'est un boîtier blanc qui est en fait l'ordinateur qui va permettre de synchroniser tout ça. Donc évidemment, le déplacement des moteurs et le fonctionnement du tube laser, tout ça, ça doit être synchronisé par un ordinateur. Et c'est finalement ce système qui s'appelle le système Roida qui va permettre de gérer tout ça et également de faire le lien avec l'ordinateur qu'on va brancher à la machine. Alors cette interface, elle va pouvoir permettre de faire plusieurs choses. On va par exemple avec les flèches pouvoir bouger la tête. On va pouvoir monter et descendre la table. Si je mets une pièce de bois, je vais également par exemple pouvoir réaliser le focus. Donc j'appuie sur focus et puis enter. Et la table se met à monter. On va pouvoir voir ici le capteur qui vient prendre en contact avec la planche de bois. La table redescend et là on sait que du coup la distance focale entre la tête, la buse ici et le bois, elle est bonne. Alors cet écran il nous permet également d'aller dans tout plein de fichiers. En fait si ici je branche une clé USB avec des fichiers, je vais pouvoir aller chercher tous des fichiers et pouvoir réaliser des découpes et des gravures directement depuis la machine. Mais alors c'est pas le plus agréable de faire comme ça parce que l'interface elle est assez petite et c'est pas nécessairement facile de voyager entre tous les menus. Mais il est toujours bon de savoir que via l'écran on peut également aller dans tous des menus et avoir accès à tout plein de réglages au niveau du laser, au niveau de la machine. On peut aller dans la configuration d'usine et aller modifier pas mal de choses. On peut rentrer dans des réglages vraiment techniques. Mais ce que je vous propose, c'est plutôt de faire ces réglages directement depuis l'ordinateur parce que c'est plus facile que de voyager comme ça dans les menus directement sur cette interface. Voilà, enfin, je pense qu'on a parlé de toute la partie hardware dont je voulais pour vous parler, toutes les fonctionnalités de la machine, tout ce que j'ai pu lui apporter. C'était long. Mais ce n'est pas fini, il reste maintenant la partie software. On a une machine qui fonctionne, mais il faut pouvoir lui envoyer des fichiers et des choses à faire. Comme je vous l'ai dit, il y a le système Roida. Nous, on ne va pas passer via cette interface-là qui n'est pas très agréable. On va regarder sur l'ordinateur directement. Alors sur l'ordi, j'utilise le logiciel Lightburn. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo. C'est vraiment un logiciel de prédilection dans la gravure et la découpe laser. C'est le logiciel que je vous conseille. Il ne coûte pas très cher, c'est 60 € à l'achat. Mais pas tout à fait. En réalité, j'avais acheté du coup pour mon premier découpeur graveur laser une version Lightburn à c'était 50 ou 60 €, je sais plus, qui fonctionnait bien. Et du coup, quand je reçois cette machine-ci, je branche Lightburn et en fait là, je constate qu'il faut acheter une licence supplémentaire. Heureusement, il faut pas racheter toute une licence, il faut juste quelque chose de supplémentaire. Et en fait, pour pouvoir piloter un système Roida à partir de Lightburn, il faut pas une licence à 50 €, mais à 100 €. Et donc, j'ai dû rajouter 50 € pour avoir la bonne licence. Bon, ça reste dérisoire pour un logiciel, surtout un logiciel de cette qualité-ci. Donc, faut pas se poser de questions. Voilà. Il faut savoir qu'il faut mettre 100 € dans Lightburn pour pouvoir contrôler le système Roida. Le logiciel Lightburn, j'avais fait déjà une belle introduction dans la première vidéo. Donc, si ça vous intéresse de faire les premiers pas dans le logiciel, je vous inviterai à aller voir cette première vidéo que je vous mettrai en description. Ici, on va creuser différents paramètres qui sont super intéressants dans l'application, qui sont davantage adaptés à une découpeuse laser CO2, une machine qui est plus poussée. Et du coup, on va aller plus loin dans les réglages sur cette application.
Du coup, je vais aussi filmer mon écran, comme ça vous aurez les deux vues. Sur Lightburn, une fois que vous utilisez un découpeur laser CO2, on va vouloir changer un premier paramètre. On va aller dans paramètres ici en haut. Et au niveau des préférences d'unité, on va passer en millimètres par seconde avec un laser à diode. Étant donné qu'on est sur des vitesses de déplacement lentes, on utilise l'unité millimètre par minute. Ici, maintenant qu'on est dans des déplacements qui sont rapides, etc., avec des moteurs plus puissants, on va utiliser l'unité millimètre par seconde. Et donc, pour pouvoir s'y retrouver avec les infos qu'on peut trouver sur Internet, c'est important de changer cette unité. C'est la première chose à faire. Ensuite, il y a une deuxième chose. Je vous ai montré sur le système Roida, on peut avoir accès à tous des menus et des réglages dans la machine. Mais je vous ai dit qu'on pouvait aussi y avoir accès à partir de l'application elle-même. Donc pour ça, je vais me connecter sur la machine. Et donc, la première étape, ça va être de se connecter à la machine. Moi, je suis connecté à ce fameux hub USB et du coup, je vais le sélectionner. Et voilà, la machine, ici il est écrit Ready, donc on est bon, la machine est bien branchée. Donc on a accès à tous les réglages dans le système Roida et on peut les retrouver aussi sur l'ordinateur. Pour ça, on va aller dans Modifier, si je ne me trompe pas. Et puis ici, on va avoir paramètres de l'appareil et paramètres de la machine. Alors paramètres de l'appareil, je ne sais plus ce que c'est. Oui, c'est important, mais on y reviendra plus tard. On va tout d'abord aller dans paramètres de la machine. Là, en fait, le logiciel Lightburn, il ne connaît pas les paramètres de la machine. Les paramètres de la machine, ils sont, comme c'est dit, dans la machine. Et du coup, on va ouvrir ce menu dans lequel, si je descends, on va même pouvoir ouvrir d'autres menus en cliquant sur la flèche ici. Ici, on va me dire, oula, vous rentrez dans des réglages pour lesquels il ne faut pas se merder parce que sinon, vous allez complètement dérégler la machine. Oui, je veux avoir accès à ces réglages-là parce qu'il y a quand même des réglages intéressants. Et du coup, là, si je descends, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de réglages. Tout ne va pas nous intéresser, on va aller juste aux infos qui nous intéressent et c'est justement dans le menu qu'on a dû débloquer. Voilà, donc ici, on va trouver le paramètre dont on parlait justement tout à l'heure pour activer l'assistance d'air. En fait, par défaut, sur la machine, il va être mis sur faux. Il faut activer la sortie d'assistance d'air. Et donc ça, quand on va l'activer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le système Roida, la sortie 24 volts qui est prévue pour envoyer de l'air comprimé quand le laser est en route, il faut l'activer. C'est ici notamment qu'il y a un paramètre pour lequel je ne peux pas vous conseiller d'utiliser, mais si vous en avez l'envie, en faisant super gaffe et en prenant toutes vos précautions, vous pouvez désactiver la protection qui empêche de faire fonctionner le découpeur laser porte ouverte. Encore une fois, si vous désactivez ça, du coup, le laser peut fonctionner porte ouverte. Mais faites super attention parce que, comme je l'ai dit, le laser, il est invisible, il coupe tout. Et donc, il faut faire vraiment hyper attention avec ça. Je le laisse activer. J'ai envie que cette protection, elle soit là. Après, il y a toutes des choses intéressantes, mais honnêtement, là, on va commencer à aller loin. La vidéo, elle est déjà longue. J'ai parcouru un petit peu qu'est-ce que voulaient dire tous ces paramètres-là, mais ça va pas nécessairement entrer dans cette vidéo-ci. Ça serait intéressant de creuser ça peut-être dans une prochaine vidéo quand je gérerai davantage cette machine. Un des autres paramètres intéressants, c'est ici au niveau du laser. On va pouvoir jouer sur des puissances minimum, des puissances maximum, des fréquences. Le laser, on va lui donner une puissance maximale et une puissance minimale. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux découper un matériau, on va se dire, je vais mettre le laser à 100%, comme ça, la puissance, elle va être vraiment forte, ça va découper vite, je vais pouvoir découper très vite, etc. Alors oui, c'est bien, mais le problème, c'est que quand le laser il est utilisé à 100%, il s'use beaucoup plus vite. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais plus exactement les chiffres, je vous les afficherai si je dis vraiment de la merde, mais si j'utilise mon laser tout le temps à 100%, il va avoir une durée de vie de, par exemple, plus ou moins 800, 900 heures, alors que si je l'utilise tout le temps à 50%, il va tenir près de 5-6 fois plus et il va pouvoir tenir 5-6 000 heures. Donc ici, c'est un paramètre qu'on pourrait avoir envie de changer. Si vous voulez préserver votre tube, par exemple, moi j'ai un tube de 100 watts, je pourrais me dire, non, je veux qu'au maximum, tu fonctionnes à 80%. Et du coup, quand je mettrai dans mes paramètres 100%, en réalité, le laser ne fonctionnera qu'à 80% de sa puissance. Moi, je vais laisser 99, mais ce que je fais, c'est que quand je découpe des matériaux, etc., j'essaye de ne pas faire des sessions prolongées à 100%. Ça m'arrive régulièrement de plutôt mettre une puissance à 70% et diminuer mes vitesses de déplacement. Ensuite, au niveau de la fréquence du laser, la fréquence, c'est un paramètre que je ne gère pas encore très bien, donc je vais continuer à travailler là-dessus avant de vous en parler plus que ça. Mais pour vous donner un ordre d'idée, en fait, donc, il y a une haute tension qui est appliquée sur le tube laser.
on en a parlé. Et cette haute tension, elle a une certaine fréquence. Et en fonction du matériau, notamment si on découpe des matériaux un petit peu plus fragiles comme du plexiglas ou du bois, eh ben, on va choisir des fréquences différentes. Si je ne me trompe pas, pour le bois, on pourrait par exemple mettre une fréquence de 5000 Hz et pour du plexiglas, une fréquence de 20 000 Hz. En fait, ça va être toutes les petites impulsions de laser qui vont être envoyées. Soit on en met énormément, soit on en met moins. Et du coup, la découpe va être sur le plexi, on va mettre une haute fréquence si je ne me trompe pas pour que ce soit bien lisse, avoir quelque chose de très continu. Sur le bois, on va mettre moins de pulse. J'ai pas trop d'explications pourquoi, mais on pourrait se dire que c'est pour que la découpe soit plus propre. En fait non, c'est d'office pour que la découpe soit plus propre. Et de ce que j'ai lu, le bois, on met une fréquence plus faible et le plexi, on met une fréquence plus élevée. À savoir que c'est encore une fois ce qui différencie ce genre de graveur laser plus entrée de gamme que les très haut de gamme. Dans les très haut de gamme, souvent ils viennent avec un software parfois dédié à la marque, etc. Et on joue beaucoup sur la fréquence. Des pros qui utilisent ça, ils connaissent la machine par cœur. Et pour chaque matériau, ils vont mettre une fréquence en particulier. Techniquement, ce genre de machine-ci, vous voyez que pour avoir ce réglage de fréquence, j'ai dû aller assez loin dans les paramètres de machine. Et du coup, je ne pense pas que c'est un truc qu'on fait varier souvent. Mais moi, de ce que j'ai pu lire, c'est intéressant de faire varier ça pour avoir des belles découpes et des belles gravures. Et du coup, je compte creuser un peu cette info-là et faire des tests et voir ce que ça donne. Mais voilà, j'ai envie de creuser ça parce que ça tombe, ça a aussi des impacts sur la durée de vie du laser et tout ça. Et du coup, j'ai envie d'en savoir plus avant de vous donner des infos. Mais comme ça, vous savez que c'est là et c'est une info intéressante. On a fini de modifier les paramètres de la machine. Juste une chose à savoir, c'est que si vous modifiez des choses, comme par exemple la sortie d'air, il faut bien écrire les valeurs dans la machine avant de faire OK et quitter, parce qu'il faut envoyer les valeurs qu'on vient de modifier à la machine avant de valider tout. Voilà, ça c'était concernant les paramètres à modifier. On se dit qu'on a enfin peut-être une machine qui peut fonctionner correctement. On va pouvoir découper des matériaux. Effectivement, découper des matériaux, on peut. On va commencer à pouvoir faire des tests. Mais graver des matériaux, on ne peut pas encore. En fait, moi, j'ai commencé à vouloir graver, faire des tests de gravure. Et quand je faisais des gravures, elles n'étaient pas parfaitement nettes. J'avais une sorte de flou comme ça qui était là. Et en fait, pour avoir une gravure bien nette, ce qu'il faut comprendre, c'est que le laser, du coup, il va balayer de droite à gauche comme ça pour faire une gravure. Et il va décélérer un moment, réaccélérer, et il doit allumer le laser pile poil au bon moment. Par exemple, pour cette gravure ici, mais le laser il se déplace comme ça de droite à gauche, et pile au bon moment, il doit allumer son faisceau laser. Et en fonction des vitesses de déplacement, eh bien, en fait, la machine elle a une certaine inertie. Je pense que ça vient de là notamment. Les pièces elles vont prendre un temps à s'accélérer, etc. Et il faut réaliser un réglage pour rendre le laser précis et pour lui dire exactement quand s'allumer. Au niveau de l'ordinateur maintenant, ce que je propose, c'est dans les paramètres de l'appareil, désactiver l'ajustement du décalage. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne sans ajustement. On peut voir ici une première gravure sans avoir activé le décalage et ici avec le décalage activé. Et si on s'approche, on peut voir que ce n'est pas du tout net. Vous voyez le haut ici. Vous pouvez voir ici que la gravure du bas, elle est parfaitement nette. C'est soit le laser est éteint, soit il est allumé. Allumé, éteint, allumé, éteint. Ici, de ce côté-ci, on a à chaque fois une sorte de double haut, voire de triple haut, qui sont à chaque fois un petit peu décalés. Le M, là, pareil, on a un M qui commence là et qui commence ici. Et du coup, on a une gravure qui n'est pas belle. Alors ici, c'est sur des grosses lettres, donc ce n'est pas encore ce qu'il y a de plus visible. Mais quand on voit ici la gravure du dessous, quand on compare les deux, mais ici on a quelque chose de beaucoup plus net que ici au-dessus. Du coup, pour avoir quelque chose de net, il va falloir aller dans les paramètres de l'appareil et il va falloir rentrer tout un nombre de valeurs qui sont bien précises, qui ne sont pas nécessairement à recopier des miennes. Vous devez faire ce réglage sur votre machine parce qu'elle va probablement avoir un temps d'allumage au niveau du tube laser qui est différent, on va dire. Pour pouvoir trouver ces valeurs, tout d'abord il faut un fichier que je vais mettre à télécharger mais qui n'est pas très compliqué. En fait, c'est tous des rectangles l'un au-dessus des autres et chaque rectangle, comme vous pouvez le voir ici, il va fonctionner avec une puissance de laser de 20%. Donc on va maintenir la même puissance lors de tout le test, mais par contre pour qu'on puisse avoir un résultat bien lisible, on va utiliser des petites cartes de visite comme ça métalliques qui sont précolorées et le laser va venir retirer la peinture. Donc c'est vraiment la meilleure manière de faire ce test-ci, c'est avec ce genre de petites plaquettes. On va pouvoir garder la même puissance tout le long en augmentant la vitesse et le résultat sera tout aussi lisible. Donc ça c'est vraiment ce qu'on recherche. Donc on est à 20% de puissance partout, en puissance max et puissance minimum. Mais par contre au niveau des vitesses, on va faire un rectangle
avec une vitesse de 100 mm/s, 200 mm/s et on va augmenter comme ça jusqu'à 600 mm/s. Donc pour pouvoir effectuer ce test, on vient mettre ici à l'intérieur du coup une plaquette comme ça métallique que j'ai scotchée pour ne pas qu'elle bouge lorsqu'il y aura un petit peu d'air comprimé. Donc voilà, comme ça la plaquette elle est bien mise et donc on va pouvoir démarrer la gravure. Et alors du coup au lieu de regraver tout, parce que moi j'ai déjà fait tous ces tests là, je vous propose de vous montrer directement les résultats. Ensuite voilà les résultats que vous allez obtenir. La première fois, vous avez aucun paramètre qui sont enregistrés dans l'application. Donc quand on va dans Fichier, dans Modifier, paramètres de l'appareil. Ici, vous allez avoir aucun paramètre. Vous aurez beau activer l'ajustement du décalage du balayage, il n'y aura pas de paramètre. Donc, vous allez effectuer un premier test. Et de ce que vous voyez, en fait, ici, l'intervalle entre les lignes de gravure, mais il est assez important. On l'a réglé sur 0,5 mm. Donc, on voit bien toutes les lignes, l'une à côté des autres. Elles sont bien lisibles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à 100 mm/s, on a déjà une sorte de petit décalage. Sur l'ordinateur, à la base, ce qu'on veut, on veut graver un beau rectangle, parfait, vraiment un beau rectangle. Et ici, au niveau du résultat de la gravure, on n'a pas un beau rectangle, on a des décalages aux extrémités. Et ça, c'est comme je l'expliquais, parce que le laser, il fait des droites-gauche comme ça. Et il a une certaine inertie pour allumer son laser et éteindre son laser. Cette plaquette test, c'est la première et elle va être importante parce que maintenant, il va falloir mesurer ce décalage en millimètres. Ici, sur le 100, si on prend un pied à coulisse à côté, on va être à 2-3 dixièmes de millimètre, donc c'est tout petit. À 200, on va passer à 0,5 mm. Ici, on pourrait être plus ou moins à 0,6 mm, 0,8, 0,9 mm. Ici, on va être à 1 mm, disons. Et ici, 1 mm 2, on va dire, plus ou moins. Donc, on a toutes des valeurs de décalage pour chaque vitesse. Et ces valeurs que je viens de citer, on va venir tout d'abord, on va venir les rentrer dans ce tableau. Et donc, supposons que je veuille en ajouter une. Je fais ajouter. Supposons, ici, on avait vu que à 400 mm/s, on a un décalage de plus ou moins 1 mm. Donc je peux mettre à 400, on a un décalage de ligne de 1 mm. Et vous voyez, on peut aller jusqu'au millième de millimètre, donc c'est très précis. Évidemment, en regardant comme ça, on ne peut pas être sûr, est-ce que c'est 1 mm, est-ce que c'est 1,1 mm, on ne peut pas être sûr du premier coup. Et du coup, on va d'abord rentrer des premières valeurs qui seront un bon ordre d'idée. On va tous les rentrer, moi elles sont déjà rentrées donc je ne vais pas les rentrer à nouveau. Et le décalage initial, on va y regarder par la suite. Donc on rentre toutes des premières valeurs qui ne sont pas nécessairement tout à fait justes, mais on va les affiner. Et c'est pour ça qu'on rentre tout d'abord une première fois toutes des valeurs, et puis on va refaire un test et on va obtenir un deuxième résultat. On voit déjà qu'ici au deuxième résultat c'est meilleur. Au niveau de la vitesse de 100 mm/s, on a un rectangle qui est quasi parfait. Là aussi presque parfait. Et puis à partir de 300 mm/s, on retrouve un léger décalage qui augmente mais qui reste très petit. Maintenant, la première plaquette, on avait 1 mm de décalage, même voire plus à 600 mm/s. Ici, maintenant, on a, allez, je dirais un demi-millimètre de décalage. Donc, on voit que pour ces trois rectangles-ci, ces quatre vitesses-ci, on doit encore rajouter du décalage. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que sur l'ordinateur, on va venir, par exemple, modifier cette valeur-ci. Au lieu de 0,36, je vois que je dois réaugmenter un peu, je pourrais mettre 0,38. Donc, on modifie ça, on refait encore une fois un test, et puis on obtient un troisième résultat. Le troisième résultat, cette fois, il est presque parfait. On a presque partout des rectangles qui sont bien alignés. On peut probablement encore affiner un petit peu plus. Donc, comme vous le voyez, on peut aller vraiment très précisément dans les valeurs. On peut aller jusqu'au millième de millimètre. Donc, pas hésiter à faire plusieurs tests. Donc, moi, j'ai fait un premier test, un deuxième où ça s'est affiné, un troisième où ça s'est affiné. Et puis, j'ai fait un test final sur une plaquette noire où tous mes rectangles étaient parfaitement délimités. Ça, c'est la première étape. On a des rectangles qui sont parfaitement délimités, mais comme vous le voyez ici, on a un deuxième paramètre qui est le décalage initial. Ici, moi sur ma machine, j'ai laissé tout à 0 parce que, en fait, une fois qu'on a fini de faire tous ces remplissages, on ne va surtout pas toucher à la dernière plaquette, on la laisse dans la machine sans la toucher et on va remodifier sur l'ordinateur tous les paramètres en ligne plutôt qu'en remplissage. Donc, on repasse tout en ligne. Et donc, comme dans la machine, on n'a pas touché à la position de la plaquette, on va venir regraver à nouveau, cette fois-ci, juste des lignes tout autour des remplissages qu'on vient de faire. C'est ce que j'ai fait sur cette dernière plaquette. Et donc, on peut voir qu'en plus du remplissage droite-gauche, on a une belle ligne qui fait tout le tour.
Et là, ce qui aurait pu avoir, mais que moi ici j'ai pas eu, c'est qu'on aurait pu avoir un décalage entre le remplissage et le rectangle qui a été délimité après. Il aurait pu être décalé par exemple vers la gauche de 1 mm ou vers la droite de 1 mm. Et s'il y avait eu un décalage, eh bien alors c'était justement dans ces paramètres-ci, dans paramètres, modifier paramètres de l'appareil. Ici, on aurait pu rajouter, par exemple, si le rectangle a été décalé de 0,5 mm, le décalage initial, eh bien, on aurait pu rajouter cette valeur-là. Mais donc, on fait d'abord, on rentre d'abord toutes nos vitesses. On rajoute des décalages de lignes et on les affine petit à petit, test après test. Et après seulement, on fait une dernière étape sans toucher à la dernière plaquette. On fait une ligne plutôt qu'un remplissage. On vérifie que toutes les lignes sont bien alignées au remplissage. Et si ce n'était pas le cas, on vient modifier la valeur ici de décalage initial. Encore une fois, ne prenez pas mes valeurs parce qu'elles correspondent à ma machine et possiblement même dans le temps, c'est possible que mon laser ait un temps d'allumage qui devienne différent, qui s'allonge ou qui se rétrécisse. Et donc potentiellement, je devrais refaire le test dans quelques mois, quelques années pour réaffiner et retrouver vraiment une précision comme celle-ci. Et c'est assez satisfaisant à faire comme test parce qu'on démarre avec vraiment des gros décalages et à la fin on se retrouve avec un résultat où tout est bien aligné. Et effectivement, après quand on fait des gravures ne serait-ce que toutes fines, eh ben, on voit que le laser s'allume pile poil au bon endroit, au bon moment et donc c'est vraiment agréable. Donc voilà, c'est un des réglages qui est important à faire sur l'ordinateur et sur la machine. Alors j'ai une autre info que je trouve intéressante à donner sur le logiciel Lightburn. En fait, on peut donc régler une valeur de vitesse, ça c'est normal, et une valeur de puissance. Et dans les valeurs de puissance, on a toujours deux valeurs. On a la puissance max et la puissance minimum. La puissance max, bon, on comprend bien, si on veut découper du bois, on va mettre une puissance plus élevée. On va mettre par exemple 80% pour préserver un peu notre tube laser, mais quand même découper vite. Si on veut vraiment le préserver, il vaut mieux même descendre à 60-70% de puissance maximum. Mais la puissance minimum, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le laser, supposons qu'il doit découper un carré, il va démarrer sa course et puis il va allumer le laser. Il va couper, et puis à un moment, il va commencer à décélérer parce qu'il voit qu'il arrive à la fin du carré. Et là, il doit couper son laser. Et à l'endroit où il va décélérer, en tout cas, je pense que c'est à cet endroit-là que ça se passe, mais comme il va commencer à aller moins vite, il va diminuer petit à petit la puissance du laser pour avoir un petit peu le même effet tout le long, finalement, de la coupe. Et donc, en fait, la puissance minimale, ça va être jusqu'à combien le laser peut tomber en puissance lorsqu'il décélère comme ça et lorsqu'il a lui-même besoin, il sait qu'il doit diminuer sa puissance. Supposons du coup que je mette une découpe à 80% de puissance en maximum et en minimum. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on coupera au milieu du trait qu'on doit couper, ben là ça va couper normalement à 80%. Mais aux extrémités, là où ça va décélérer et où on pourrait potentiellement diminuer la vitesse du laser, on risque d'avoir des coins qui vont être plus brûlés, qui vont être plus marqués. Et donc ce qu'on pourrait avoir, c'est un trait qui est bien fin au milieu. Et puis quand on arrive à l'extrémité du trait, eh bien, il vient un peu s'agrandir et on a un peu une sorte de trou qui se forme dans le coin du trait. Et du coup, c'est intéressant de ne pas mettre la même valeur à puissance max et puissance minimum. Après, on peut se dire pourquoi est-ce qu'on ne met pas puissance minimum à 0%? Là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, le laser, il démarrerait à 0%. Et du coup, au début, en fait, d'ailleurs, quand on met 0%, c'est ce qui se passe. Si on fait aller le laser vite, et qu'on met 0% en puissance minimum et par exemple 80% en puissance maximum, eh ben, il va démarrer, il ne va pas allumer le laser puisque sa puissance minimum c'est 0, il va seulement la démarrer petit à petit et du coup il y a toute une partie du trait où en fait le laser il va limite pas fonctionner et puis alors qu'il devrait fonctionner et puis après il va s'allumer à 80%, il va bien s'allumer et puis à la fin il va sentir qu'il doit décélérer, il va vouloir diminuer sa puissance, il va diminuer jusqu'à 0% et du coup la fin de la coupe elle ne va pas non plus être effectuée et du coup ça on peut le voir si on met des valeurs de 0% en puissance minimale. On va avoir des sortes de pointillés à tous les changements de direction et les fins de ligne. Eh bien, le laser va s'arrêter complètement et du coup, on va avoir des endroits qui ne sont pas gravés. Donc 0%, évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Et du coup, pour avoir des ordres de grandeur,
la puissance maximum, elle doit être bien réglée. Il faut faire des tests pour que ça soit suffisant que pour bien couper le matériau. Mais il ne faut pas non plus mettre une puissance trop importante parce que sinon on va trop brûler le matériau, on va avoir plus de centre, on va avoir des coupes plus épaisses, etc. Donc ça, il faut la régler précisément. Mais la puissance minimale, il faut pas il faut juste un ordre de grandeur. En fait, en tout cas, moi c'est comme ça que je fonctionne. Quand je mets une puissance maximum de plus de 50%, eh ben, je mets une puissance minimum de 30%. Et quand je mets une puissance maximum de moins de 50%, je mets une puissance minimum de 20%. Et du coup, j'ai deux valeurs comme ça. Et en fait, avec ça, clairement, mes coupes sont belles. Et c'est surtout du coup au niveau de tous les changements de direction et les extrémités, etc. De ligne que mes coupes sont belles. Si supposons, je voyais que pour un projet, une certaine vitesse, j'avais tous des changements de direction où je trouvais qu'il y avait trop de puissance à ces coins, à ces changements de direction, etc., eh ben, je diminuerai ma puissance minimale. Ou si quand je découpe des pièces, je sens qu'au niveau des coins, ce n'est pas parfaitement coupé, eh ben, je réaugmenterai cette puissance minimale. Mais donc comme ça, vous savez pourquoi est-ce qu'il y a deux puissances et donc il faut quand même savoir les régler en sachant que la puissance minimale, il faut donner un ordre d'idée, 20-30%, moi c'est ce que je mets généralement et ça fonctionne bien. Alors pour vous donner un exemple pour bien comprendre, ici par exemple on était avec 80% de puissance maximum et minimum. Et ici, on a avec 80% de puissance maximum et 0% de puissance minimum. Et donc, on retrouve ce dont je vous ai parlé. Au changement de direction ici, comme on a deux puissances max et min qui sont les mêmes et du coup la minimum qui est trop élevée, à tous les changements de direction, les coins, on a une sorte de petit bourrelet. Ici, c'est là que le laser il commence, le haut, et il le diminue. Et du coup, on a un petit bourrelet. Là aussi, à chaque coin du M, on a un petit bourrelet. Mais par contre, si je mets une valeur de 0%, mais là par contre dans les coins, ils ne sont pas du tout gravés. Il y a tous des petits pointillés, il y a des trous qui ne sont pas gravés et du coup ça pose problème. Et donc l'idéal est de trouver une valeur entre les deux. Généralement entre 20 et 30%, ça fonctionne correctement. Alors concernant le plexiglas, du coup, voilà, c'est un matériau intéressant. Deux, trois petites précautions que je vais vous donner. Au niveau de l'air pulsé, il faut presque pas d'air. Donc moi, je descends à vraiment 0,5 bar, voire moins. Il faut vraiment pas trop d'air parce que sinon le matériau refroidit trop fort. Il faut éviter de monter trop en puissance. On va plutôt essayer de diminuer la vitesse et diminuer un petit peu la puissance. Il faut choisir le bon matériau. Il y a des plexiglas GS et plexiglas XT. C'est des plexiglas qui sont soit extrudés, soit coulés. Le coulé se grave un peu mieux, il va faire une gravure qui est un peu plus visible et le extrudé a priori se coupe mieux. Mais encore une fois, il faut trouver les bons paramètres pour les deux et du coup, si on veut graver et découper par exemple, on va quand même par exemple prendre du coulé, mais on va trouver les bons paramètres de coupe qui permettent de bien couper le plexiglas coulé. Ces deux noms-là, vous allez directement les retrouver quand vous allez sur des sites pour acheter du plexiglas. Coulé, extrudé, on le retrouve partout. Et il y a certaines couleurs aussi qui sont que en extrudé ou que en coulé, donc il faut d'autant plus jouer avec les paramètres. Quand on découpe du plexiglas, le laser coupe et envoie des vapeurs en dessous qui peuvent s'auto-enflammer quand le laser passe sur le nid d'abeille. Du coup, il y a une des fonctions qui est proposée par cette machine, c'est de dévisser les deux vis ici de la table et on peut retirer d'une certaine manière ce grand plateau. On a accès alors à un plateau fait de lamelles qu'on peut enlever. Et l'avantage de ce plateau-ci, c'est que du coup, justement, le laser, il ne rentre pas trop ou moins en contact avec des éléments métalliques. Et du coup, il va moins enflammer les gaz qui vont être créés lors de la découpe de plexiglas. C'est une fonction que je dois pareil encore un petit peu approfondir. Il y a d'autres solutions qui sont intéressantes, qui consistent à laisser ce lit en nid d'abeille. Mais par contre, dans ce cas-là, il faut par exemple mettre des lingettes légèrement humides, etc. Je vous mettrai deux vidéos très intéressantes de personnes qui expliquent comment bien découper du plexiglas. Voilà, et une dernière chose au niveau du plexiglas, comme je vous le dis, c'est un matériau qui est relativement complexe. On pourrait également jouer sur la fréquence des pulsations du laser. Je n'ai pas encore joué sur ce paramètre-là, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, mais apparemment, il faut vraiment jouer avec ce paramètre-là. Et il faut trouver les bons paramètres de déplacement et d'air comprimé pour vraiment avoir une découpe bien transparente, bien nette. Mais encore une fois, c'est via la pratique et via pas mal de recherches. Comme ça, vous avez déjà quelques infos introduites. Voilà, la vidéo se termine bientôt, mais en fait, tout ce que vous venez de voir, je l'ai filmé il y a de ça 2-3 mois et en ce laps de temps, en fait, j'ai beaucoup travaillé avec la machine, j'ai eu pas mal d'expérience et pas mal d'histoires à raconter et donc je vous propose de vous rajouter juste encore deux informations qui me semblent importantes. La première, elle concerne le lit ici de la machine.
En fait, les OM-Tech, elles sont composées de 2 lits possibles, soit un classique nid d'abeille qu'on retrouve sur toutes les découpeuses graveuses laser, c'est assez caractéristique. C'est un lit fait de une sorte de nid d'abeille fait en métal. Ce que ça permet, c'est d'avoir tous des petits trous qui fait que les pièces elles tombent difficilement après découpe. Et donc on a un lit relativement plane sur lequel on pose notre pièce et le laser qui va découper. Et comme c'est un nid d'abeilles, les fumées, elles savent relativement bien passer à travers les trous et être aspirées. La seule chose, comme j'en ai déjà parlé, avec le plexiglas, on sent déjà un petit peu les limites du nid d'abeille parce que les gaz ils sont mal évacués. Le laser il passe régulièrement au-dessus d'une petite lamelle d'acier et donc on peut avoir le gaz qui va s'enflammer. Et quand on découpe du bois, ça peut également faire toutes des petites marques à tous les endroits où il y a cette lamelle métallique caractéristique du nid d'abeille. Le nid d'abeille aussi, il va petit à petit s'encrasser en fait, il va noircir. C'est toutes les fumées, toutes les cendres qui vont aller salir un petit peu le nid d'abeille. Et donc c'est une pièce qu'il faut nettoyer. Assez difficile à nettoyer parce qu'il y a tous des trous, etc. Bref, on comprend qu'il y a quelques désavantages notables concernant ce nid d'abeille. Et au-delà de ça, en fait, moi, comme je découpais beaucoup de plexiglas, à un moment, j'ai commencé à beaucoup retirer ce nid d'abeille. Et à force de le manipuler, en fait, le nid d'abeille, il est relativement flexible. Et ce qui s'est passé, c'est que maintenant, quand je le positionne sur la table, il est plus tout à fait plane. Et ça, c'est une chose que je voudrais rajouter comme info. C'est que la planéité, tant de la pièce que de la table de la machine, c'est quelque chose de super important. En fait, on a vu évidemment toutes les histoires de focus, etc. On règle tout. Et puis au final, si notre matériau il est un petit peu bombé de 2 mm, en fait, on fausse complètement le focus. Et du coup, on va avoir des découpes et des gravures qui sont plus correctes. C'est-à-dire qu'on va soit avoir une gravure qui va être moins nette, soit avoir des endroits où ça découpe et des endroits où ça découpe pas parce qu'on a trouvé pile poil les bons réglages, mais si le focus est parfait, si on dérègle le focus, les réglages ils sont plus bons. Et du coup, si on veut découper un matériau un peu bombé où le focus va varier, il va falloir mettre plus de puissance, couper plus lentement, on va avoir des découpes moins propres. Bref, tout ça pour dire, la planéité est vraiment hyper importante et donc il y a bien 2 parties à distinguer, c'est la planéité de la machine, de la table et la planéité du matériau. Concernant la machine, le nid d'abeille, du coup, vous comprenez bien que s'il se voile petit à petit en le bougeant, en sachant qu'on doit de temps en temps le bouger pour pouvoir avoir accès aux lamelles, le nid d'abeille il devient vite désavantageux. Ce qui fait que moi, du coup, ce nid d'abeille, je l'utilise plus du tout. En fait, je trouve que les lamelles comme ça fonctionne très bien. Mes pièces, elles tombent après la découpe, mais ça me gêne pas du tout. C'est beaucoup plus simple à nettoyer. Il faut juste nettoyer les lamelles une à une. Elles peuvent se retirer facilement, etc. Et donc ça c'est concernant la machine. Le nid d'abeille, je trouve qu'il devrait être plus solide si on voulait pouvoir le retirer, le remettre, etc. Là il se voile relativement facilement et après une fois qu'il est voilé c'est désagréable de le repositionner sur la machine. Donc ça c'est un petit désavantage de la machine. Je trouve le nid d'abeille peut-être pas assez qualitatif. Mais par contre la table en lamelles, si on l'utilise juste comme ça et qu'on aime ça, moi je trouve que c'est de toute façon mieux juste avec des lamelles. On range le nid d'abeille et voilà, on travaille comme ça. Et là dans ce cas-là la machine fait parfaitement son travail. La table ici, moi avec les lamelles, j'ai regardé et ça elle est bien plane et au final c'est ça le plus important. Donc ça c'était concernant la planité de la machine, mais après il faut évidemment des matériaux bien planes et ça c'est peut-être encore le plus difficile. En fait il faut choisir des matériaux de bonne qualité. Si on prend des contreplaqués de mauvaise qualité, du MDF de mauvaise qualité, on peut avoir des plaques qui vont être un petit peu bombées et donc ça il faut faire attention, il faut travailler soit avec les pièces les plus petites possibles pour avoir le moins de voilage possible, soit avec des matériaux vraiment de qualité quand on découpe depuis des grandes plaques. Et en fait j'ai d'ailleurs pas encore vraiment moi d'astuces parfaites pour les quelques fois où j'ai un matériau qui est pas bien plane, il faudrait une technique pour pouvoir la plaquer correctement tout le matériau, mais sur toute la surface de la table, en sachant que quand on découpe, après les matières elles peuvent se redétendre et se rebomber. Encore de solutions vraiment parfaites, parfois j'essaye de mettre des pinces, etc. J'essaye de rendre ça le plus plane possible, mais l'idéal c'est de partir du matériau le plus plane directement, sinon ça pose des soucis. Voilà, ça c'était une première info que je voulais vous donner, et la deuxième info, je pense qu'elle va intéresser pas mal de monde, c'est concernant vraiment la marque OM-Tech. En fait, ici, sur ces dernières semaines, derniers mois, il y a eu beaucoup de choses que j'ai pu découvrir sur la marque en tant que telle. En fait, moi ici, ce que la marque m'a proposé et que j'ai accepté, c'est de proposer ma machine en tant que showroom. Donc, des personnes qui sont intéressées par la machine, qui veulent possiblement l'acheter, ils peuvent prendre rendez-vous et passer à mon atelier pour voir la machine. On en discute, à chaque fois on discute 1 heure, 2 heures facilement sur plein de choses à dire. On peut faire des tests, je leur montre comment la machine fonctionne. En contrepartie, ce que je propose aux gens, s'ils sont intéressés par la machine, c'est après de passer via mes liens affiliés. Donc les personnes ne payent pas leur machine plus cher, mais moi je retouche un pourcentage lors de la vente. Je n'y oblige à rien parce que voilà, il y a des personnes qui sont déjà venues voir la machine et qui finalement ne l'ont pas acheté. Il y en a qui l'achètent via mes liens, d'autres peut-être pas, je le vois pas toujours. Depuis que j'ai mis ma machine comme ça en showroom, il y a
pense 5 personnes qui sont passées. Et donc voilà, c'est toujours intéressant de discuter. Et une question qui revient souvent, c'est concernant le service client OMTech. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, on a maintenant, effectivement, grâce à cette marque-là, accès facilement à des machines. On est livré rapidement, on voit le stock en ligne, etc. Il y a différents modèles de machines. C'est, comme je vous l'ai dit au début, donc un accès plus aisé à ce genre de machine, un petit peu type chinoise. Mais qu'en est-il finalement vraiment du service client? Alors, pour faire le test, en fait, moi j'ai contacté moi-même le service client avec une autre adresse mail, donc ils ne savaient pas que c'était moi, le youtubeur entre guillemets. Et j'ai contacté le service client parce que j'avais une question concernant le pulse de mon faisceau laser. Il n'était pas parfaitement rond et fin, en fait il était assez gros et j'avais lu sur internet que si on augmentait petit à petit la puissance de ce pulse, à partir d'une certaine puissance, normalement il doit devenir bien fin, et si on va trop haut en puissance, c'est probablement que le tube a un problème. Donc en fait j'ai contacté le service client à ce sujet-là. Comment est-ce que ça fonctionne? Je pense que c'est service@omtech.com, je pense. C'est juste une adresse mail. Et du coup, les échanges se font par mail. Je pense que c'est des mails traduits, de ce que je lisais, ça paraissait traduit. Et du coup, j'ai l'impression que le service OMTech, il est situé aux États-Unis, parce que c'est là où la marque est la plus implantée. Et donc, en fait, on échange avec des techniciens, clairement, qui nous répondent sous... Moi, j'avais peut-être de la chance, j'en sais rien, mais ils me répondaient sous 24 heures. Et donc, les échanges étaient assez rapides. Et donc, ils me demandaient d'envoyer des vidéos WhatsApp avec, voilà, comment, depuis l'allumage de la machine, depuis le réglage de la puissance, je faisais mes tests, je leur montrais les résultats. Ils me disaient, ah ben alors, essayez plutôt ça. Il y a eu 2-3 échanges de mails. Ma machine fonctionne très bien, etc. C'est ce qu'on en a conclu et tout va bien. Je m'y attendais, mais c'était une bonne expérience. Et donc, concernant le service OMTech, ça s'est très bien passé en fait. Quelques échanges, des réponses sous 24 heures, on envoie des vidéos, ils renvoyaient eux des liens avec des tutoriels, etc. pour régler la machine, pour les choses à tester, etc. Donc vraiment des bons échanges très clairs et du coup un service client vraiment très réactif. Ensuite, j'ai eu des retours également de personnes qui sont venues voir ma machine, qui ont acheté des machines. Il y a une personne notamment qui a reçu sa machine et lors du transport, il y a une des tôles, la porte ici à l'avant, qui a été complètement emboutie. Ça a dû être le transporteur avec le transpalette qui a complètement embouti la porte. Et donc, la personne est rentrée en contact avec OMTech et une semaine après, il recevait une nouvelle porte qu'il a pu monter sur sa machine. Donc, j'étais étonné que pour une pièce de rechange comme ça, une pièce détachée, ça aille si vite. Mais une semaine après, il a reçu sa porte et il a pu l'installer. Donc, encore une fois, un service client réactif. Et au-delà de ça, comme il avait eu un coup dans sa machine, il a supposé que sa machine était peut-être déréglée. Et donc, OMTech a fait un geste d'un certain montant pour permettre... le bon réglage de la machine et une sorte de réduction sur la machine. Enfin, j'ai eu d'autres échanges aussi avec des connaissances qui ont des graveuses laser OMTech et globalement 4-5 personnes qui sont vraiment contents de leur machine et qui ça se passe bien, qui utilisent notamment certains vraiment en utilisation professionnelle. Et une de ces personnes a eu un problème sur son tube en verre. Dans l'année d'achat, le tube en verre a en quelque sorte cramé. Je ne sais plus trop ce qu'il a eu comme défaut, mais il ne fonctionnait plus. Et donc il a contacté le service client et en une dizaine de jours, la solution a été trouvée. En fait, OMTech a juste demandé de démonter le tube et de casser le tube pour prouver qu'il y avait bien eu un problème et ne pas envoyer un deuxième tube comme ça gratuitement. Et donc cette personne a juste dû prouver que le tube était bien cassé, l'a entre guillemets détruit. Et OMTech a directement renvoyé un nouveau tube pour le remplacer. Donc je pense qu'ils ont vraiment un service client réactif, sérieux. Voilà, moi c'est du coup toutes des expériences vraiment positives que j'ai pu soit observer, soit tester. Elles n'engagent que moi, je ne voudrais pas vous conseiller d'acheter ça et puis vous peut-être le service client il va répondre sous 5 jours et ça va être désagréable et compliqué, etc. Peut-être ça peut mal se passer, mais en tout cas moi les expériences que j'ai pu voir, elles étaient vraiment positives, donc je vous les transmets. Mais encore une fois, elles n'engagent vraiment que moi, je n'ai pas nécessairement envie de vous vendre cette machine-là, mais je sais que cette question-là, elle intéresse, savoir au moins comment est-ce que ça se passe. Et moi, pour les fois que j'ai pu voir, ça s'est bien passé et ça se passe globalement de manière vraiment professionnelle. Donc voilà, je pense que cette vidéo-ci, de toute façon, vous l'aurez compris, mon but est vraiment de vous donner plein d'infos techniques et plein d'infos même diverses. Vous en faites ce que vous voulez, faites-vous votre propre expérience, votre propre avis. Et si vous avez d'ailleurs d'autres expériences peut-être négatives avec le service client, justement, l'espace commentaire, il est là pour ça. Je remonterai vos commentaires même en les épinglant parce que l'idée est de mélanger toutes les expériences qu'on peut avoir tant avec la marque qu'avec les machines globalement. Donc si vous avez des avis, des commentaires à dire sur tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.
Voilà, j'en ai presque fini avec cette vidéo qui devient infiniment longue, mais qui j'espère vous plaira quand même et vous apportera toutes les informations dont vous avez besoin. On va terminer par une rapide conclusion sur la machine. Donc moi, cette machine, je l'ai eue par OMTech. Disons que je suis rentré en contact avec eux, elle ne m'intéressait pas beaucoup et on a pu discuter pour faire une réduction et que je vous en parle en vidéo. J'ai essayé de vous la présenter de la manière la plus neutre possible dans cette vidéo. À vous de faire votre propre avis après en faisant vos recherches. Il y a des machines plus chères qui ont probablement des avantages pour certains professionnels, etc. Moi, je trouve ici que c'est une bonne machine pour débuter. Je vous mettrai en description des liens pour aller voir toutes les machines proposées par OMTech. Et donc à vous après de faire vos recherches pour savoir ce qui vous intéresse le plus. Moi de mon côté, c'est une machine que je trouve vraiment hyper intéressante dans un atelier. Pouvoir rajouter des petites personnalisations pour les clients, c'est hyper intéressant, que ce soit une petite gravure, une petite découpe. On peut notamment découper du plexiglas et ça, c'est un des matériaux que j'utilise le plus parce que on peut vraiment faire du lettrage, des logos, de la gravure qui est super belle et ultra personnalisée pour les clients. Je l'utilise donc pour faire comme ça de la décoration et de la personnalisation, mais je l'utilise au final aussi pour faire du structurel. En fait, les matériaux fins, quand on commence à faire des petites boîtes comme ça avec toutes des queues droites, au début je pensais que c'était vraiment très accessoire, on faisait ça beaucoup dans les Fab Labs, on fait des petites boîtes avec des queues droites, mais en fait je remarque que c'est vraiment utile, on peut faire avec des matériaux très légers et très fins, des structures très solides et qui s'assemblent super bien. Donc au-delà de ça, je l'utilise aussi pour faire du structurel comme ça et du coup des réalisations un peu plus techniques. Donc voilà, vraiment une machine que je trouve particulièrement intéressante, que je trouve très intéressante pour certains professionnels. Dans cette vidéo-ci, on n'aura pas beaucoup utilisé la machine, voire très peu. J'aurais pas fait vraiment de tests sur des matériaux, etc. J'ai pas envie de faire une test de découpe et vous dire waouh ça coupe bien, c'est pas le but. Et je vais essayer de vous montrer tout ça petit à petit. Et là, vous pourrez vous dire, bah voilà, si je sais faire ça, c'est qu'elle vaut ça, entre guillemets, la machine. Moi, je trouve que c'est la meilleure manière de mettre en avant une machine. Donc désolé pour ceux qui étaient là pour voir plein de tests. Je ne pense pas que je vais en faire ici, la vidéo est déjà très longue. Mais promis, vous pourrez voir ça dans les prochaines vidéos et donc n'oubliez pas de vous abonner. Une dernière chose sur laquelle j'aimerais conclure, c'est que sur internet on voit beaucoup pour le moment des lasers à diode qui sont essayés dans lesquels on essaye de découper le matériau le plus épais possible. Je pense que ce n'est pas du tout une bonne manière de voir la chose. Un découpeur laser c'est fait pour découper des fins matériaux. C'est fait pour découper du 3 mm, du 5 mm. Quand on a des grosses puissances comme cette machine-ci, on peut se permettre même de couper du 8 mm. Mais on commence à atteindre les limites de la machine. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas aller plus haut? Après on va tomber dans des vitesses de déplacement qui deviennent ridiculement faibles, mais aussi dans la technologie en tant que telle, le laser il se focalise en un point et ce point en fonction de la focale de la lentille, mais il a une certaine précision, une certaine hauteur et à moins que d'avoir un trait de coupe qui est super large et super moche, mais on ne va pas pouvoir découper des matériaux trop épais. Cette machine-ci, elle est vraiment faite pour découper des fins matériaux. Ça ne sert à rien de vouloir découper des grands matériaux. Si vous voulez faire ça, alors tournez-vous faire une CNC qui sera adaptée à ça. Il n'y a jamais de machine parfaite. La CNC, elle est dédiée à quelque chose. La laser, elle est dédiée à d'autres travaux. Et il faut bien séparer les deux parce que sinon, on peut vite être déçu. Voilà, je pense qu'on en a terminé. On va pouvoir conclure là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire en dessous de la vidéo. C'était une vidéo longue qui m'a pris beaucoup de temps. Elle ne va pas être très référencée. Donc vraiment, tous vos commentaires seront les bienvenue, ça me fera très plaisir et ça me motive à continuer à faire des vidéos comme ça avec beaucoup d'explications techniques. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je pense pas qu'il y aura encore beaucoup de monde à cette fin de vidéo, mais c'est pas grave. Je vous dis à très vite et d'ici là, bricolez bien. C'était Gauthier. Salut!